matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 32e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie du doigté Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, j'ai de la misère à m'asseoir parce que je suis doigté, voilà. C'est dit. Mais, Pas doigté. On n'est pas tout seul, il n'y a pas juste moi qui t'arrive. Il y a aussi Pierre-Luc Racine. Yeah! Allô gang, ça va bien? Ça va super bien. Aussi bien qu'il y a 5 minutes quand on s'est connecté et on s'est jasé avant le podcast. Absolument. Le kayfabe meurt ici. Pierre expose la business, comme je dirais déjà. On est rien à chier. Mais, J'adore l'expression exposer la business. Là. Ouais. Pour de vrai, c'est comme, j'utilise vraiment souvent ça dans la vraie vie à cette heure. dans n'importe quel contexte, t'es un souper de famille, puis il y a quelqu'un qui dit quelque chose comme « Oh! Exposer la business! » Mais tu sais, même en stand-up, en humour, des fois, ça arrive que des gens exposent la business, surtout dans les podcasts, mais aussi sur scène, quand quelqu'un déclare qu'il est payé ou non, ou que c'est un texte, ou ce genre de choses-là, ça expose la business pour de vrai. Ça brise un peu la magie. C'est une anecdote, c'est arrivé pour vrai, mais je l'ai quand même exagéré. « Oh, il a exposé la business! » Ouais, ça aussi. Mais je pense pas ça, c'est du kayfabe, ça, Pierre. Genre, dans kayfabe, tu te dis que c'est arrivé une affaire. Oui, mais il expose le fait qu'il a exagéré. Oui, absolument. Ça, tu t'exposes la business. Il expose la business, il expose le kayfabe. Anyway. Merci d'être là, Pierre-Luc. Fait que, ben, tu vois, vous l'avez vu dans le titre, là, il y a un invité, quelqu'un avec nous aujourd'hui. Pour sommelier invité encore. Sommelier invité, exactement. Fait que, on va commencer ça très simple, Pierre-Luc, avec une petite entrevue. Ça part de où la lutte pour toi? Moi, la lutte est tombée dans ma vie par pur hasard. Ah ouais. J'habite à La Prairie, je suis un jeune gringalet et je m'en vais aux vidéos magie pour louer des jeux de Super Nintendo. Et je me présente dans la section de jeux vidéo, tu sais. Les vidéos magie, c'est une belle place parce que tu as deux genres de mentalités dans les clips vidéo. Tu as les affaires qui ont des cassettes en arrière quand c'est libre, ou les petits crouch-crouch. Ouais. Puis moi, j'aimais vraiment mieux la méthode cassette comme ça, de comme, oh yeah, j'ai un début de quelque chose quand j'arrive, tu sais. Je trouve que ça c'est comme un début d'une aventure déjà qui commence déjà. Puis j'arrive mon Dieu, au truc, là, au comptoir, puis je prends un jeu de lutte par hasard, comme c'est vraiment comme à l'époque où louer un jeu c'est $1, j'imagine, en papier. Non, pas en papier, mais quand même ça fait un petit bout. Ouais. Puis là, j'ai remis ça chez nous, puis je me souviens, genre, j'ai comme des notions que dans la vie, la lutte, ça existe. Là, on est comme en post-Hulkamania un peu, genre comme... Hulkamania, on sait c'est qui déjà, tu sais. Puis, quand je mets la cassette, je vois que contrairement à tous les autres jeux de Super Mortal Kombat ou de comme Street Fighter, peut-être un peu plus tard que Instinct aussi, mais comme tout jeu de combat, en temps normal, c'est des bonhommes, tu sais. Puis même si dans Mortal Kombat 1, c'est des personnes qui ont fait du mocap, c'est pas vraiment du mocap, mais c'est pareil, genre des personnages, tu sais, qui n'existent pas dans la vraie vie. Tandis que là, je pèse sur Power, puis là, je vois qu'il y a Bret Hart, Shawn Michaels, il y a un dude qui s'appelle The Undertaker, il y a Dunk qui est un clown, il y a Luna Vachon qui est là, il y a Bam Bam Bigelow, un gars qui s'est fait tatouer sa tête, c'est tellement fucking badass. Il y a Hockey Animal, des dudes qui sont comme avec du face paint dans le visage, puis je fais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est donc ben cool cette histoire-là. Puis même si c'est pas le meilleur jeu sur la Terre, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué parce que j'ai tellement joué avec mes amis aussi. C'est un jeu de lutte qui se jouait bien à plusieurs, puis contrairement, mettons, à Saturday Night Slam Masters ou WrestleMania aussi sur Nintendo, c'est comme plus interactif. Je trouve que c'est plus comme un concept le fun, le Rumble les fun à faire. Fait que j'ai vraiment beaucoup joué à WWF Raw et ça m'a amené à voir la lutte. J'étais juste curieux de voir comme c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Puis à partir de là, c'est le jeu vidéo qui t'a juste fait accrocher dans cet univers-là. Fait que t'as joué au jeu, puis après t'as commencé à regarder le produit, puis t'as juste resté hooked. Là, oui, c'est ça, absolument. J'ai fait comme, wow, c'est vraiment cool. Puis comme à ce moment-là, il y avait comme un décalage entre les personnages dans le jeu puis ce qui se passait à la télévision, comme aujourd'hui encore, tu joues à un jeu, puis tu me souviens, je pense que c'est 2018 là, que tu passes, puis genre la moitié du roster il est même plus là. Fait que, quand tout le monde s'est fait renvoyer ou un peu avant. Ouais, c'est ça. Ou quand la gimmick vient de changer, puis là, dans le jeu vidéo, ça s'est pas mis à chaud, t'es comme c'est la vieille gimmick. Okay, mais ce qui est fun de l'époque aussi, c'est que, ben, justement, tu peux t'imaginer comment est-ce que Bam Bam Bigelow il était, puis que Luna Vachon était, puis à un moment donné, Luna est revenue, je suis comme, oh yeah, c'est la fille du jeu vidéo, tu sais. Puis aussi, c'est niaiseux, mais comme t'avais une femme lutteuse qui se battait contre des dudes, puis ça,
Dans Mortal Kombat, Quand il y même, avait ouais. Sonya Blade, ouais, absolument. Là, t'avais Luna Vachon, puis c'est une affaire qu'on n'a pas vue, puis on voit pas encore aujourd'hui. Fait qu'il y avait vraiment des aspects vraiment différents d'autres jeux vidéo, puis de d'autres formes de combat, mettons. Là. Cool. Fait que si mes calculs sont bons, t'es arrivé à peu près en même temps que l'Attitude Era quand t'as commencé à le regarder à la télé ou un peu avant. J'ai arrivé une petite affaire avant, dans le sens Ok. que, mettons, moi, j'ai vu, les Salvatore Sincere, puis les Goons, puis les espèces de gimmicks de T.L. Ok, Hoppers. ouais, gimmick, Ces affaires-là, je là. les ai vus. Mais en même temps, j'avais l'âge un peu de ça. Ok. Fait que ça me dérangeait pas, parce que j'avais pas le background de gimmick de Papa Shango, tout ça. Ouais. Sauf que ça me parlait moyen. Ça semblait un petit peu quétaine, mais j'étais pareil down avec l'idée. Puis tu sais, ça fait que quand Salvatore Sincere essaie de faire un genre de shoot promo, puis ça marchait plus fort aussi d'avoir comme tous ces personnages-là, les voir détruire. Ouais. Mais comme tu sais, on se souvient tous de Stalker, par exemple, qui était Monsieur Windham, comme, genre, qui était une grosse vedette qui se ramasse comme un personnage, genre l'équivalent de Velocity à l'époque, Shotgun, je pense. Puis que genre à son troisième combat, il n'y a même plus de face paint, puis il arrive en bobette. Là. T'es comme bon, ben. Ben, Le ça n'a pas personnage toffé, était là, ça n'a écœuré, pas là. duré, ils ont essayé de quoi, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que tu dois. Fait que t'as dû, genre, pogner de quoi quand toute l'attitude Era arrive, quand les Stone Cold arrivent, quand comme voir l'évolution de tout ça, quand t'arrives vraiment dans le gros crunch 2000, quand il y a 4 millions qui écoutent Raw, t'as dû pogner de quoi? Je veux dire, tu devais être hook, là, à 100%, là. Moi, je me considère chanceux d'avoir l'âge que j'ai dans beaucoup d'aspects de ma vie. Ok. Mettons, dans les jeux vidéo, j'ai pu voir l'évolution incroyable, genre de Mario Bros 1, qui est comme rudimentaire, à Mario Bros 3, sur la même console, c'est le même jeu. Puis après Super Mario World, qui est incroyable, genre. Après Mario 64, après, j'ai vu comme... En temps réel, j'ai tout vu ça, tu sais. Puis à la lutte, c'est la même chose, parce que j'avais l'âge idéal pour la Attitude Era. J'arrive même pas à croire qu'il y a du monde en haut de 20 ans qui écoutait ça puis qui aimait ça. Ça s'adresse vraiment à des enfants de 14 ans, puis je pense que tu as un petit problème de retard intellectuel si tu aimais ça, parce que ça s'adresse vraiment à un adolescent fâché après sa mère. Là. Ouais, Puis c'est comme... Puis ça s'adresse vraiment à ça. Fait que des fois, je regarde ces affaires-là où j'écoute des podcasts là-dessus, où genre je revisite des moments, puis je suis comme, c'est rough, puis je peux pas croire qu'il y a du monde de 35 ans dans le public. Là. Genre de mon âge aujourd'hui, ou 40, mettons. C'est du monde C'est qui, comme, qu'est-ce que vous faites là, comme là? qui suivent encore le produit-là, mais ça leur est moins adressé. Maintenant, c'est adressé plus à des enfants, plus de pré-ados, même plus jeunes maintenant, mais il y a quand même des adultes qui le suivent. Mais est-ce que t'as un lutteur préféré de ce temps-là? Et maintenant, ce serait qui ton lutteur préféré si t'as les deux, là? Ouais. Ben écoute, dans le temps, je te dirais que mettons, moi j'ai plusieurs phases justement. Dans la phase où je suis arrivé, je suis arrivé genre juste au début, là, que Shawn Michaels commence à plus être le bodyguard de Diesel. Ouais. Puis genre Shawn Michaels dans le temps, il se démarquait vraiment bien par son athlétisme, par son entrée, Fait que Shawn Michaels il a vraiment été mon préf pendant très 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 longtemps. Il a même perdu son sourire à un moment donné, s'en souvient. Puis c'est vrai parce que j'étais avec mon ami Yannick Belzile, qu'on en parle à un moment donné, puis à un moment donné, on écoutait un DVD de plein de moments importants de Raw, tu sais. Puis des fois, plus on parlait de perdre son sourire, puis on en riait, puis en écoutant le segment, on était comme quasiment tous les deux en train de pleurer, de comme Chris, c'est rough des fois la vie, puis quand tu perds ton sourire, c'est vraiment puissant comme moment. Attitude Era, moi j'étais plus du bord de The Rock que de Stone Cold, parce que pendant très longtemps, Stone Cold était vraiment le fun, mais à un moment donné, il est devenu super Stone Cold, il est devenu imbattable, puis c'est comme ça que le BWF puis le WWE remontent ces gens, c'est qu'il rend invincible, mais là, c'est que c'est plus un underdog, il s'est rendu c'est rendu McMahon, c'est quasiment rendu là Il est rendu ce qui se battait contre depuis le début, finalement. Là. C'est ça. Fait que The Rock était plus intéressant pour moi aussi, avoir évolué. Puis de nos jours, ben comme j'en parle souvent, mais ensuite dans le groupe, j'écoute plus tant la lutte actuellement. Genre, je trouve que c'est comme... J'ai arrêté un petit peu pendant la pandémie, puis c'est tough à m'y remettre parce que c'est vraiment un investissement de temps. Ouais, c'est comme, mettons, là, je vais voir Battle War, je pense, ce soir, puis je vais voir toutes les Battle War à Montréal. Parce que j'aime vraiment ça, la lutte, c'est vraiment une question de temps. Puis, genre, si la AEW mettait juste comme la WWE, fait mon Dieu, sur YouTube, c'est-à-dire comme on peut comprendre... Même si j'ai pas le temps, je peux pareil voir les débuts, milieu de match un peu, puis suivre ça de loin. Là, j'ai comme juste le début de match, j'ai pas tout le temps la fin, je comprends pas trop l'histoire, fait que c'est tough. La AEW me donne pas les clés pour que j'embarque dedans vraiment comme quelqu'un qui est casual là-dedans. là-dedans. C'est pas un crinqué mental, c'est dur à suivre les histoires. Ils donnent pas aussi de vidéo package. Ils vont donner des matchs un peu out of the blue, fait que je comprends que c'était juste un casual fan. All Elite est plus dur à suivre, là, vraiment. C'est ça, puis aussi, moi je trouve que l'histoire fait partie de la lutte, dans le sens qu'il y a des bons combats que tu peux sortir de son environnement et son contexte, mais je trouve que ça rend plus fort tout, comme de la même manière que si tu regardes
un combat de bonhomme de Marvel, ben c'est parce que tu as un film au début, 2 heures de temps, qui fait que le combat est vraiment le fun. Fait que, mais de ce que j'ai suivi, puis ce que je vois de loin, genre, je trouve que MJF, c'est vraiment, vraiment nice, parce que, en plus, c'est un personnage qui évolue avec le temps aussi, puis ça, c'est vraiment cool, puis c'est important, je trouve. Je trouve qu'un des gros problèmes de quand que la lutte, en 2012, en montant de WWE, c'est les personnages qui sont dans le temps figés, puis ils évoluent plus, puis ça, c'est vraiment plate. En tout cas, genre, The Rock, c'est mon préféré, il a tellement évolué, ou même dans le temps de Jericho aussi, qui jusqu'à aujourd'hui aussi, il est tellement plus le même qu'avant, puis ça, c'est important. Là. Il y a quand même un bon pattern dans ce que tu dis. T'es The Rock, MJF, là, tu dis Jericho, c'est tous des lutteurs qui sont bons dans le ring jusqu'à un certain point. Quoique MJF et Jericho sont quand même meilleurs que The Rock, bref, c'est discutable. Mais c'est tous des lutteurs qui sont extrêmement bons au micro puis qui sont capables de monter une carrière, de monter une histoire qui est super intéressante. Comme ça, fait que t'es quand même conséquent dans ce que tu dis dans tes lutteurs préférés. Fait que ça fait tout du sens. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, moi, l'affaire que j'aimais le plus d'Attitude Era, c'était pas genre. Moi, je me souviens comme, tu sais, des affaires un petit peu dégueu là, de bikini machin puis tout ça. Surtout Jerry Lawler était insupportable à écouter de nos jours. C'est comme vraiment là, c'est une torture. Jerry Lawler qui est un gros fan de petits chiens, hein. Je sais pas si vous savez. Là. Il était un fan aussi de magasiner avec des filles de 13 ans ou 15 ans aussi, il paraît. Là. Mais c'est ça, je trouve que moi, la suite de Raw, moi ce que je me souviens, c'est pas ce genre d'affaires transgressives. Ouais. Moi ce que je me souviens, c'est que du début de la carte jusqu'en montant, tout le monde vit dans le même univers. Puis je trouve que ce que je vois à distance en ce moment avec The Rock qui insulte tout le monde sur la carte, qui mettons genre à l'époque, s'il va contre Cody Rhodes, c'est contre Cody Rhodes. Puis là, comme ok, là, il y a comme une symbiose, tu sais, comme la manière dont les Hardy Boys peuvent cogner à la porte de APA puis essayer d'avoir les accolades de leur bord. Ça fait que le monde, tout le monde regarde le show. Puis je trouve que ce qui est fatigant dans le milieu des fois actuel, c'est qu'il n'y a pas de continuité de même. Dans le sens qu'une équipe se défend, des fois il y a un combat, puis après ils n'ont plus jamais été ensemble, puis personne n'adresse le fait qu'ils ont déjà été ensemble des fois. Fait que c'est ça que j'aime. Moi, mettons là-dessus de ce que je me souviens plus, c'est que tout le monde au début de la carte, du haut au du bas, regarde le show. Parce que la lutte, à base, c'est pas un show de lutte, c'est un show sur un show de lutte. Un peu comme les mopettes vont l'être. Fait que c'est important, je trouve, que les lutteurs regardent le show puis ils se rappellent que c'est arrivé ça il y a 6 mois puis que j'ai vu planter puis t'as perdu à Survivor Series ou la à... comparaison est parfaite, là, c'est vraiment des mopettes. Là, c'est un show dans un show. C'est un show sur un show de lutte, là, Chris. C'est exactement ça. Puis oui, on dirait que cette essence-là est comme un peu moins présente présentement. Je pense qu'elle est plus présente à WWE. Oui. Présentement qu'à la All Elite. All Elite, c'est très basé sur le sport, basé sur la lutte. Ouais. Ce que moi, j'aime beaucoup. Ouais, ce que moi, j'aime aussi. Monde, non, exact. Ben, je pense que c'est spectaculaire pareil. C'est genre, mais tu sais, mettons, c'est aussi, tu sais, après 8 false finish, le 9e, il est moins important, mettons, tu sais. Ouais. Fait que... Oui, les gars-là durent tellement longtemps aussi. Comme au moment où on se parle, hier, puis jeudi prochain, on va en parler, là, Shibata contre Bryan Danielson. Enfin, on en a parlé. On en a parlé. Oui, c'est vrai, on en a parlé de lundi passé. Excuse-moi, on est dans le futur et dans le passé en même temps qu'on enregistre. Je suis un peu mélangé. Fait que, vous avez vu comment j'étais passionné à propos de ce match-là. Ben, c'est ça, c'est vraiment centré sur la lutte, tandis que j'ai l'impression que la lutte que toi t'écoutes ou que t'aimes écouter, Pierre-Luc, c'est plus basé sur l'histoire, peut-être pas que t'aimes pas la lutte, les fights, mais que s'il y a une bonne histoire qui est raconter, c'est encore mieux de ce que je comprends. Non seulement ce que tu dis, mais aussi c'est que la carte compte une histoire aussi. Ouais. Mettons, un de mes pay-per-view préférés, c'est Survivor Series 98, parce que c'est un grand tournoi, puis on sort du tournoi, on rentre, puis il se passe des swerves, il se passe des twists. J'aime quand la carte compte une histoire. Fait que lorsque t'as comme un combat d'une heure en plein milieu avec 8 false finish, puis après l'autre combat, il prend encore un autre minute à partir pour de vrai, puis après t'as 8 false finish. Mais là, on dirait que autant que l'athlétisme peut être vraiment, vraiment bon, ben premièrement, ça fait 4 heures que je suis assis, puis je trouve ça un petit peu long. Mais aussi, ben là, je regarde la même affaire, pas la même affaire, mais je regarde souvent le même format, puis je trouve que c'est important de varier ces choses-là. Fait que je trouve que un combat super athlétique m'impressionne autant qu'un comedy match. Ouais. Mais c'est un peu dur pour moi de séparer. Il faut que les deux soient là. Il faut que tous ces matchs-là marchent pour moi dans un contexte complet. Qu'il y ait vraiment toutes les variétés et toutes les sortes de luttes pour accrocher tout le monde, mais aussi pour pas que ça devienne stagnant comme histoire. Non seulement ça, mais aussi dans mes lutteurs, j'aurais pu nommer, c'est Kurt Angle puis Orange Cassidy aussi. Là. Parce que c'est deux personnages qui sont super wacky, puis super bizarres, puis niaiseux, mais lorsqu'ils disent « Hey,
arrête, c'est plus drôle, t'es comme, oh, tabarnak. Tu sais, quand Kurt Angle est en tabarnak, t'es comme, oh, Ouais. Chris, il peut, genre, tu sais. Fait que, puis Cassidy, il est fucking athlétique. Ben, là. oui. Fait que, C'est tu sais, fait que toutes ces choses-là peuvent, genre, coexister. Puis, ça qui est le fun, c'est que tu vas avoir un match super technique qui prend fucking 30 minutes avant de partir, puis qui a comme 8000, genre, hold, puis tout ça. Mais après, tu vas avoir un autre match, puis j'ai la misère à, comme, tasser tous ces éléments-là, puis en choisir un que j'aime le mieux. Faut que Je tout comprends. soit là-dedans, soit bon. C'est vraiment un tout, c'est vraiment l'ensemble qui fait que. Ouais. Puis c'est ce qui fait que des fois, des pay-per-view, même si c'est un match vraiment le fun, mais comme tout le reste, c'est de la boîte, t'es comme, bon, ben, Ça diminue. ça diminue le match. Ouais. Je comprends. Ben merci Pierre-Luc pour ça. On se place un peu mieux C'est trippant parce qu'on est tous quand même un peu différents dans nos approches de lutte. Fait que j'adore ça. Sinon, on switch de gear. Maxime, comment tu vas, toi? Toi qui discutes un peu moins depuis le début. Comment ça se passe de ton côté? Ben non, ça va bien, ça va bien. Dans la dernière semaine, hein, il y avait eu les Oscars. On a eu l'apparition de John Cena. C'est vrai. L'apparition modeste, je peux dire, de John Cena, qui venait présenter les plus beaux costumes issus de son costume d'Ada. Fait que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Je trouvais ça comique quand même. Moi, ça me fait rire. Une bonne. D'ailleurs, en plus, dans la même semaine que The Peacemaker arrive dans Mortal Kombat 1 en plus. Fait que, Ben oui. Ouais. comme John Cena est partout en même temps. Puis il est très Oui. bon comme personnage. Je pense que son vraiment film bien. sortait également en même temps avec Zac Efron. Ou en tout cas, il y a un film qui sortait où il était Ricky Nicky. Fait que je pense que tout ça était une belle Est-ce que, d'après campagne vous, marketing. John Cena pourrait dépasser The Rock côté lutteur qui devient populaire à Hollywood? Dépasser à côté ou être pas loin d'eux? Ça va être difficile, là, selon moi, parce que Ouais. Cena, ben, s'il y en a un qui peut en ce moment, ça va être Cena, mais The Rock est comme pas mal Ben, il très, est très, très, très haut Ouais. dans tout. Ben, c'est une bonne question parce que ça va dépendre de ce qu'on va lui offrir en fait. T'sais. The Rock est très haut dans des affaires entre guillemets insignifiantes. Là. Dans le sens que, tu sais, mettons. Oui, mais il a fait des films. Là. C'est ça, c'est Sandreas puis ces affaires-là qui est tout le temps bien pareil, puis que c'est comme The Rock tout le temps, puis c'est pas un personnage qui est différent. Jumanji, Tandis que, tout mettons. Ouais, alors que John Cena, tu sais, oui, il y a les Marines derrière lui, mais il y a aussi comme quand même des rôles qui est comme, oh, crime, tu sais, Peacemaker, genre la série télé, il a montré qu'il y a plus de talent d'acteur que The Rock Ouais, peut je pense que peut-être avoir, ou tu sais, peut-être que The Rock est tellement un casting fort que tu peux pas voir autre chose que The Rock, parce que Peacemaker, ben, c'est un exemple, mais aussi genre, tu sais, mettons dernièrement dans Argyle, que je suggère à personne de regarder ce film-là, ben, tu sais, il joue encore un autre genre de super-héros, mais c'est comme encore un... Tu sais, il semble avoir plus de range. Puis, tu sais, mettons, comme le gars qui joue dans le film Trainwreck avec Amy Schumer, qui est d'ailleurs basé son personnage sur Dolph Ziggler, Oui, c'est vrai. le vrai. Ben, il paraît aussi une autre forme de vulnérabilité. Une vulnérabilité que The Rock, Dwayne Johnson, ne présente pas souvent à l'écran, ni même dans ses propres stories. Absolument. Mais je pense que c'est ça. Cena, j'ai l'impression qu'il prend un peu le chemin que The Rock prenait. Moi, si j'avais quelqu'un peut-être qui pourrait battre The Rock, parce que je trouve qu'il choisit peut-être un peu mieux ses projets, ça serait Batista. Je pense que Batista Plus un slow burn, mais il y a le potentiel. Exact, je pense qu'il choisit un petit peu plus ce qu'il va prendre puis dans quel contexte il est mis. Alors que The Rock, Ouais, il a fait disent quelques oui un films, peu à... quelques films indie dans les dernières années où il met de l'avant le jeu plus que juste le gros film d'Hollywood à gros budget. Fait que, ouais, Mais il a fait aussi Glass Onion, aussi le deuxième. Oui. Aussi, il a fait Drax de Marvel. Puis je pense que Batista aussi est conscient que là, il est rendu à quel âge? Quasiment comme 60 ans. Là. Il est rentré dans la lutte Il vraiment doit être tard, 50, là. autour de 50. 50-ish. Mais tu sais, mais il marche vers le 60, donc il sait que il pourra pas être une vedette il va avoir l'air bientôt de regarder un vieux film avec genre Chuck Norris en le temps ou de Steven Seagal. Tu sais, Ouais. comme le monsieur est un petit peu vieux pour être super musclé tout le temps. Mais comme s'il se dit, hey, moi, un vieux monsieur qui a l'air que j'ai de l'air en ce moment, je vais pouvoir travailler plus longtemps si je travaille mes skills acting. Puis ça, c'est vraiment un bon move. 55 ans, Batista. 55. Quand même. Quand même. Entre les deux, là. Il paraît bien pour un monsieur de 55 ans, je te dirais. Ouais, il paraît On mieux va que lui moi. dire qu'il paraît bien. Ah ouais. Sinon, Toi, moi, de mon Pierre? bord- Ouais, moi de mon bord, j'ai fait l'achat d'un char. Je sais pas si c'est une bonne move, mais j'ai été m'acheter une voiture. C'est une dépense de plus, mais en même temps, vous le savez, les gars, comme humoriste, comme travailleur autonome, on est porté à se déplacer, à sortir en dehors de la ville. J'avais déjà une voiture qui était un peu scrap, que je faisais plus confiance. Puis me rendre à Québec puis pas être capable de revenir, ça m'aurait fait chier un peu. Fait que on a fait l'achat d'une voiture, moi et ma copine. Donc c'est tout. Voilà, c'est Parfait. des moments. T'avais peur que ta vieille voiture turn contre toi.
Complètement. Tandis que là, je me retrouve avec un stable fiable avec 4 roues. C'est-tu le char dans lequel on est allé avant à Chicoutimi avec. Quand tu as fait une première Non, partie à ça c'était Chicoutimi, le c'est ça? char. Ça c'était le char de mon beau-père qu'on avait emprunté Ok. justement parce qu'on n'avait pas encore de voiture à ce moment-là. Mhm. Non. Mon vieux char, c'était une Toyota Eco 2005 avec comme 250 000 kilos. Un moment donné, ça a fait de son temps, comme on dit. Oui, absolument. Là, je me suis acheté une belle petite Chevrolet Spark là, pour les amateurs de char, I guess. 2019, 31 000 kilos. Fait que, on a quelque chose de fiable, là, tu vois, j'espère. Sinon, ça me fait chier. Mais non, c'est des moments stressants parce que c'est quand même des bonnes dépenses, des grosses décisions à prendre. Mais comme je disais avec ma blonde, là, on est rendu des adultes. Voilà. Mhm. Des adultes Mais qui pour écoutent ramener la ça lutte. pour ramener ça à la lutte, seulement avez-vous un moment de voiture préféré à la lutte? Dans le sens qu'il y a ce moment. Mettons, moi j'aime ça, la lutte wacky. Quand c'est niaiseux, ça me fait vraiment rire. Là. Fait que vite de même, j'ai essayé d'oublier tous les moments avec le char de Eddie Guerrero quand il est mort. Là. Ceci est jamais arrivé. Puis ça paraît pas dans ce podcast, ça paraît un thérapeute de cette affaire-là. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment aimé quand Alberto Del Rio il a foncé dans le Père Noël en char. Là. Ouais. Ça, là. On en a jasé dans un épisode. Ouais, ça m'a très bonne bien ça. aimé. Ah oui, ça Ah, m'a ouais. fait très bon. Gros moment, même, c'est Goldust qui se fait rentrer dedans par. Roddy Piper aussi, en Ouais, temps. par Roddy. Ouais, j'ai pas vu live, mais par après, quand j'ai été revisiter ces moments-là, c'était comme un moment fort quand même. Goldust, c'est comme. Je suis pété de partout, mais rentre-moi dedans, ma calisse. Malade. Max, moment de char. Ben moi, j'aurais dit aussi Del Rio. Qu'est-ce qui m'a marqué sinon? Ben, tu sais, l'espèce d'entrée whack de Cena en char de sport à un des WrestleMania. Mhm. Quand même, il me vient vite comme ça, de manière mémorable. Cool. Ça marche. Et vous, Oui, il y a- dans les commentaires, dites-nous, qu'est-ce Oui, que vous... absolument. Il y en a plein. La fois marqué? Puis Stone Cold et les chars, ça marche aussi. Là, le combat de Monster Truck entre Big Show et Hulk Hogan, déjà. Je me souviens plus qu'au lieu de se battre en vrai, on se dit on va se battre avec les Monster Truck à la WCW, mettons par exemple, ça compte ça aussi. Le Beer Bash, Beer truck, le Milk Truck, c'est ça, tout ça, ça compte, gang. Mais ouais, laissez-nous savoir dans les commentaires. Et sinon, vous avez des commentaires. Vous nous avez dit des commentaires. Merci de le faire. Puis vous êtes plein de monde à nous suivre. Bon, on est content. On s'attendait pas à avoir autant de monde que ça qui nous suivent, qui sont là. Vous donnez des commentaires. Il y a Pierre-Paul sur YouTube, si je me trompe pas. Ouais, sur YouTube, qui revient, en fait, sur notre dernier épisode où on parlait un peu de l'association, la nouvelle association entre Okada et les Young Bucks. Ouais. Et qui nous a dit que ça date pas d'hier, cette association-là, dans son commentaire. Hein, parce que dans la période du Rainmaker, où Okada était un Young Lion à la New Japan, Un bébé. la tradition des Young Lions était de faire des excursions à l'étranger, hein, avant de revenir au Japon. Et Okada a fait une excursion aux États-Unis. Il a fait un petit run à la TNA qui avait été catastrophique. Et apparemment, c'était les Young Bucks qui étaient en coulisses à la même période, qui étaient devenus un peu son ami, puis qui l'avaient un peu rassuré. Et lorsque Okada était revenu au Japon par la suite, ben, il a fait un peu la même chose que les Young Bucks sont arrivés à la New Japan. Et c'est comme ça que cette association-là a été créée en coulisses. Fait que oui, ça vient d'être mise de l'avant à la All Elite Wrestling, mais ça date pas d'hier que les deux sont... que les trois petits... ils sont pas tant petits, mais les trois lutteurs travaillent ensemble et les Young ils Bucks sont amis. Qui s'appelait Generation Me à la TNA, qu'on leur a demandé de se couper les cheveux, puis ça a été... oui, hein, c'était tellement... c'était bizarre. Puis c'était la période aussi, en tout cas, de TNA qui était un peu plus bizarre ou un peu moins forte que les belles années début 2000. Fait que c'est ça date pas... Fait que une belle continuité, si on veut, dans leur association, peut-être presque 20 ans plus tard. Ouais. Moi, j'avais ça à croire que la TNA semblait à TNA. Genre... Il revient la TNA encore. Ouais, je sais, ça a comme pas de sens. Comme, c'est tellement bébé comme genre de jeu de mots. Là, que c'est total non-stop action, ça arrête jamais. Ouais, c'est absolument pas d'autre chose. Là. Mais tu sais, dans le temps, Vince Russo avait booké Sport Entertainment Extreme aussi, qui était SEX. Puis cette affaire-là, je suis comme, moi, ça me fait vraiment là, comme, ça me décourage de produits. Là. Ben là, c'est un acronyme pour avoir un acronyme. Là, comme... Oui. Exemple, comme il y a une compagnie, mettons, qui s'appelle la Coop des humoristes optimistes et super efficace, juste pour s'appeler la chose, c'est un peu innocent. Là. Non, mais c'est bon ça. Comme au moins, vous n'êtes pas en train de faire un jeu de mots vulgaire cheapette c'est de gars de 14 ans. Là, c'est mon point. Là. Ouais. Tu sais, la Lucha Underground, ça marchait comme nom. Là. Tout le monde était d'accord avec ce oui, nom-là. C'était
produit que moi j'aime Battle beaucoup War parce ce que- soir, la Ouais, c'est ça. AWS, c'est cool, tu sais. Absolument. Ça fonctionne, Ouais. tout ça. Fait que merci Pierre-Paul pour le petit surplus d'informations. On aime tout le temps ça. Il est gros nerd, gros geek de lutte, Pierre-Paul. Donc merci de nous donner du Notre- surplus. Donner du Une plus. petite. Un de Ici, nos recherchistes. nerd. Ici, nerd, c'est un compliment entre nous trois. Là. Juste Oh oui, nerd, oui, on oui, est c'est tous des vraiment. nerds. Là. 100%. Genre, j'ai passé mon vendredi soir dans un club d'échecs sur Crescent. Là. Comme, à côté des clubs, j'étais dans un club d'échecs en train de jouer aux échecs. Un Fait que, gros club, là. Nerds ici. Là. Ah ouais, tu passes tes soirées dans des clubs, Pierre-Luc? Ouais, des clubs Dans les d'échecs. clubs. C'est in the club, man. In the Mais c'est le club d'échecs. Yes. Et on enchaîne avec la première chronique de cet Yeah. épisode. Ça va être un classique, chronique Lexix. Et cette semaine, le mot que je vais vous expliquer, c'est le mot bury. Ouh. Donc, ou en français, être enterré. Et ça, dans le terme, dans le monde de la lutte, ça veut dire, ça désigne en fait un peu la relégation d'un lutteur qui est populaire aux yeux du public, mais que pour des raisons X, soit le promoteur ou le booker décide que non, faut qu'il perde un peu de cette popularité-là et le force. Ça va être de différentes manières qu'on peut un peu dévaluer, si on veut, un lutteur comme ça et l'enterrer. Fait que ça peut être de le faire perdre de façon un peu humiliante. Ça peut être de le faire participer ou le mettre dans des angles de storyline qui sont comme un peu bizarres, boboches, pas vraiment le fun ou pas vraiment populaire, même peut-être dégradantes. Hein, si on se souvient à une époque où c'était Vince qui avait les rênes du produit. Des fois, ça résulte aussi juste de comme un... ça peut être comme un truc en coulisses, les gens s'entendent mal, puis ça se fait à l'écran. On peut se souvenir, on en changera après, là, mais des bury qui ont été marquants, mais celui de Triple H à l'époque, lorsqu'il avait brisé un peu le kayfabe avec lors de la Le sortie de curtain Kevin pole. Nash, exact. Ça n'avait pas vraiment été apprécié, on l'avait bury de façon impressionnante par la suite contre Macho, oui non pas Macho Man, mais Ultimate Warrior. Oui, London et Kendrick sont aussi un exemple de comme Exact. de gars qui a un petit sourire, Titus O'Neil aussi, ce genre de choses-là. Ouais, on peut aussi donner une nouvelle gimmick, hein, qui est un peu bizarre, forcée, pas vraiment populaire, un peu weird, qui va venir faire perdre la crédibilité aux yeux du public. Donc une autre Est-ce qu'on manière parle de Curvin d'enterrer White quelqu'un. en ce moment, Maxime? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de Curvin White, le personnage de Chavo Guerrero qui Hey. était rendu un homme latino blanc de banlieue? Moi, récemment, Karrion Cross, son Switch, quand il était monté, Ah! là, il là Qui là a là été là. un personnage de Mortal Kombat avec son casque, là. Il là là, ça Et- là, c'était très très intense comme manière d'enterrer quelqu'un. C'est un peu le terme contraire va être le push. Donc quand la direction décide qu'elle va mettre de l'avant un lutteur, là, on va dire qu'il est pushé, quand elle décide qu'il faut enterrer quelqu'un, on va le bury. Vous, dans l'histoire, parce que plus tard je vais revenir avec présentement, qu'est-ce que je trouve qui est le cas, mais dans l'histoire de la lutte, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant que gens qui se sont fait enterrer par d'autres lutteurs? Moi, j'ai vraiment en s'il me vient en tête, ça serait mon Dieu, son nom c'est à l'époque c'était Zack, pas Zack Snyder, crime. Zack Ryder. Attends, Qui est, Zack Ryder. Matt Turner. Ouais. là. Comme ça, dans le temps, comme c'est fou parce que puis de la même manière après c'est arrivé avec Miro qui était Rusev. Ouais. Comment est-ce que tout le monde était over là, t'étais partout, genre c'était incroyable comment est-ce que tout le monde, tu sais genre des fois ils disent ah oui va chercher le brass ring, tu sais, le gars est allé sur YouTube, genre pis c'est un jobber de niveau Z, puis ça ramasse avec il se crée son propre belt, t'es comme ultimement la 24/7 à certains égards, puis tout le monde est derrière lui, puis là, tout à coup le monde il cheer pour lui, puis Vince c'est comme c'est pas mon gars, fuck you. Puis il a fait des détours pour genre l'humilier puis l'enterrer, puis ça c'était vraiment gênant. Rusev aussi ça me vient en tête, dans le même esprit là, comme oh, nous on veut lui, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que le Ultimate Bury, c'est. Je me souviens plus du nom, mais je pense que c'est le lutteur Typhoon, qui avait la gimmick de Typhoon, qui a eu la gimmick avec le casque de Stormtrooper en brillant, qui est passé au travers du mur, qui a tombé. Je me souviens plus du nom exactement qui avait été donné là-dedans, mais c'était dans un segment. Shockmaster. Shockmaster, oui, exactement. Puis ça après ça, on l'a jamais revu, puis le lutteur a été complètement bury à cause de. C'était genre de gimmick-là ou d'entrée-là qui a un peu fail. Puis, je dis ça parce que j'ai écouté Dark Side of the Ring de la semaine passée, puis il en parlait. C'était un épisode sur Earthquake. Earthquake, qui je ne sais plus de son nom de personne, mais bref, c'était un super bon épisode. Fait que oui, il y avait ça, le Shockmaster. Que ça avait été
un désastre pour lui qu'on n'a plus jamais revu par après. Là. Ouais. Moi, je vais y aller avec la Nexus. Oui, mon C'est Dieu. fait enterrer par John Cena dans un match de Survivor où fallait que Nexus gagne ce match-là si on voulait continuer de pusher ce clan-là qui était ultra over durant cet été-là, de leur arrivée. Et non, ça s'est malheureusement terminé avec un John Cena qui bat tout le monde tout seul et qui les enchaîne tous un après l'autre. Et par la suite, Il y avait pas Nexus aussi, n'a pas été capable de se relever. Certains pas membres ont été capables, mais Ouais. l'entièreté du groupe qui était très over, là, malheureusement. C'était un des derniers clans aussi de jeunes aussi forts. Puis après The Shield qui est arrivé, que là on a un peu plus crédibilisé. Ouais. Mais Nexus était. Ça a malheureusement terminé trop tôt selon moi. Parce que Mais là, c'est trop- Maxime, tu oublies de parler de Core, ma foi. Qui Ouais, a vraiment mais été ça, c'est important. après. Ouais. Non, c'est vraiment pas important ça. L'espèce Hey, on de- est un clan, pas de leader. Notre affaire, c'est communiste. Puis comme, Ouais. ben, c'est pas vraiment ça, votre affaire. Ouais. Fait que vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de la WWE qui a été enterré, quel clan a été enterré? Dites-nous-le dans les commentaires. Ça va être ici ou sur Facebook ou Instagram si vous nous écoutez à l'audio. Sinon, directement en dessous sur YouTube. Et on enchaîne Pierre, avec ta chronique Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Je vous lance une move, je vous nomme 3 lutteurs. Vous me dites, d'après vous, qui le fait mieux. Si vous voulez ajouter quelqu'un à cette liste-là, vous pouvez le faire aussi cette semaine. Qui le fait mieux? Le Power Slam entre Randy Orton, Goldust ou Samoa Joe. Qui le fait mieux? Le Power Slam. D'après vous, messieurs. C'est tough parce que c'est des époques différentes. Ben, genre, Goldust, il est encore récent, mais on dirait que c'est comme trois. C'est 3 Power Slam de plein en parallèle, mettons, Ouais. tu sais, dans un univers parallèle. Tu sais, autant que Samoa Joe, il a été dans Ring of Honor, puis après TNA, puis après WWE, puis après AEW. C'est Mais comme peut-être ils fait n'ont par jamais exprès, été- hein? Peut-être. C'est ça. Ouais, mais je veux dire, c'est tough à comparer. Moi, j'aimais dans le temps, j'aimais que je veux dire Goldust, parce que dans le temps, il était comme un des seuls à le faire. Ouais. Fait que quand un lutteur est comme un des seuls à le faire, ça shine mieux dans son move. Oui, puis Fait on que dirait c'est qu'il Goldust. il fait super rapide puis bas. On dirait que c'est autant que Randy Orton est super smooth quand il fait. J'ai l'impression que Goldust, moi aussi c'est Goldust, là, je vais le dire. C'est super vite. On dirait que c'est comme un snap, power slam. Je sais pas trop comment il fait ça. Mais tu sais, il est très grand en plus. Fait que en tout cas, c'était très impressionnant. Puis il le fait encore super bien à 60 ans là, maintenant. Là. Fait que, Maxime, de ton côté. Moi, je pense que je vais y aller avec Randy Orton. Que j'aime bien je trouve qu'il se revire vite, que c'est tout le temps puissant quand même. Puis Oui. rendu à l'âge qu'il fait, je trouve qu'il n'y a pas de temps perdu de vitesse non plus dans la manière qu'il le fait. Absolument. Fait que, ouais, je pense que je vais y aller avec. Et peut-être Goldust m'a moins marqué, moi, de mon côté. J'ai commencé peut-être à suivre ça à la fin de l'époque forte de Goldust. Fait que ça a peut-être moins marqué. Mais... Le Power Slam qui pourrait avoir l'air d'une move un peu facile ou presque insignifiante ou t'es comme pas dangereuse. À NXT, Ridge Holland qui a quasiment tué Johnny Gargano en faisant un Power Slam où il a juste tourné puis il l'a crissé sur le dessus de sa tête. J'ai écouté NXT Live quand j'ai vu ça et ça m'a levé le cœur tellement c'était... Johnny Gargano était un professionnel, il s'est pas blessé. Ridge Holland qui a aussi brisé le cou de Biggie. Ridge Holland qui retourne à NXT. On se demande pourquoi. Ben oui, parce que Chris est un peu dangereux, le monsieur. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Power Slam, si c'est mal fait, peut être quand même dangereux comme move. Ben, n'importe quel move mal fait à la Ben, lutte, oui. des fois, on oublie que juste comme, tu sais, un kick d'en face de Goldberg à Bret Hart, Ouais. c'est fini. Tu sais, Fini. comme, c'est vraiment, vraiment fini. Puis, tu sais, mettons, quand que des lutteurs sont pas safe, comme Nia Jax, mettons, ou genre, comme tu viens de nommer, ça me dérange moins, mais une affaire qui ça me dérange plus, mais mettons, moi, Ibushi qui tombe sur le haut du cou constamment, là. Ça, là, je vais pas regarder ça. Genre, pour là, j'haïs ça. Je vais pas voir un homme se rendre handicapé devant ma face, puis je sais pas qu'il tombe sur le haut du cou lui-même. Je sais que c'est sa propre décision, là. Oh, Il aime ça faire ça, mais je suis comme, man, genre, on a vu ça m'écoeure, là. la renaissance du Tiger Driver 91 dans les dernières semaines. Will Ospreay et Kenny Omega aussi l'ont mangé. Tiger Driver 91 qui est littéralement tombé sur sa tête, comme là, en arrière Ouais. du cou, dans la nuque, c'est de tomber et de passer proche de mourir, c'est ça que je veux dire. Fait que, ouais, c'est pas le fun à regarder, mais à la défense des lutteurs, ça ajoute tellement une intensité. Puis je sais que c'est pas facile à regarder, mais moi,
j'y prends plaisir quand même. J'ai un Mais petit côté une fois, un ça, peu ça malsain. revient à ce que tantôt je disais, comme pour un finisher, ça a du sens, tu sais, genre comme c'est la fin, là. Ou genre un fast finish. Mais comme Ibushi, c'est comme, on dirait qu'il y a. Genre, un coup dans la linge, il tombe sur le coup pareil, tu sais. Ben, Fait c'est que ça. c'est Puis je pense que j'en avais juste- parlé déjà quelques épisodes, là. Un Kenny Omega contre Ibushi. Ça doit être un Wrestle Kingdom il y a quelques années. Là, c'était que ça. Là. Les deux ne Ouais, je faisaient l'ai vu, celle-là. que bumper sur la nuque. C'était incroyablement dégueulasse comme match. Mais que c'est ça. Mais tu sais, ça, moi, une affaire que j'aime de la lutte, c'est que les gens, ils se battent pas pour de vrai. Ça a l'air niaiseux, là, mais genre, c'est vraiment l'affaire que genre, j'écoute pas de boxe, j'écoute pas de la MMA, genre, je m'en crisse. Puis tu sais, comme, je sais pas si vous vous souvenez dans le temps, genre, avec les commotions, les coups sur la chaise, les coups de tête sur la chaise, mettons, là, Ouais. c'était un petit peu intense. Fait que là, on fait, hey, peut-être que ça serait bon que nos lutteurs passent 55 ans, tu sais. Puis, je me souviens qu'il y a du monde qui était comme, ben là, non, là, comme, puis je me souviens être comme, non, juste que moi, je veux que mes lutteurs préférés puissent vivre plus longtemps, tu sais. Oui, ben oui, 100%. Là, puis qui crise de bonne affaire maintenant qu'il n'y a plus de coup de chaise. Le dernier coup de chaise Parce qui a que été donné qui était legit, c'était Sean Spears sur Cody Rhodes, puis il l'a complètement fendu en arrière de la tête parce que il a raté sa shot parce que faites pas ça, tout le monde. Personne, faites pas ça. C'est des professionnels. Faites pas C'est ça. ça, puis je sais que ça look moins nice. Tu sais, le coup de Ouais. chest, genre, mettons, dans l'abdomen, bref, tu es sur le dos, là, t'attends ton coup dans le dos, là. C'est Ouais, comme mais t'sais, vraiment... c'est comme n'importe quoi. Si on rentre dans la convention que c'est ça dérange pas rendu là, tu sais. C'est ça, absolument. C'est Ouais. juste... Ben, un peu, ça, nous, c'est la lutte. On a tous décidé que le monde, ils font semblant de se battre, là. Fait que c'est déjà décidé, là. C'est déjà comme... tu sais, mettons, justement, ma blonde, elle connaît vraiment rien de la lutte, puis là, je l'amène depuis 4 mois à Battle War, puis elle aime vraiment ça. Nice. Puis avec comme... Une affaire qu'elle a dit, c'est cool comment est-ce que tout le public est dans le game. Tout Oui, le public oui, c'est ça. fait semblant que ça, c'est important. Tout le monde fait Dans la même semblant que, tu sais, comme... Mhm. C'est ça. Fait que, comme... C'est pas grave si les gens, après, peuvent marcher, là. Hey, Battle War, on en parle souvent quand même ici. Allez-y, allez voir si vous êtes dans le coin de Montréal, là, les dimanches, le dernier dimanche de chaque mois, le dernier ou le premier. Ça change souvent, en fait. Ça Mais change souvent, souvent, c'est mais vers c'est la les fin du dimanches mois. au Fofone électrique. Renseignez-vous, Battle War, googlez ça. C'est souvent une des meilleures fédérations de lutte indie à Montréal présentement. Ouais, Ça vaut je trouve que c'est la meilleure. Puis c'est aussi la seule qui crée des histoires qui se continuent beaucoup, Ouais. je trouve. À Montréal, tu sais, mettons, la WLS, c'est plus d'ampleur souvent, tu sais. C'est dans des plus grands stades, c'est pas ben, stade, mettons Club Soda, mais c'est Ouais. pas au fouf, tu sais. Fait que c'est comme aussi plus cher, mais comme, je trouve, puis c'est des bons matchs, c'est souvent les mêmes mondes en plus, là. Ouais. Mais genre, Battle War, c'est plus petit, puis aussi, comme c'est pas canon aussi, fait que le TDT, mettons, ils sont pas en équipe là-dedans. Moi, puis là, donc, c'est comme- genre qui a son personnage à lui, a ses C'est histoires ça. à lui. Twiggy, qui est le pire friggin' heel qu'il n'y a pas, mais qui est aussi le Ouais, c'est promoteur. vraiment Qui était, c'est vraiment super bien monté, tout ça. Fait que, très cool. Merci pour. C'était le Power Slam. Fait que, Ouais. c'est ça. Merci Pierre. Hey, merci. Oui. Ben, tu t'enchaînes avec ta prochaine chronique déjà. Oui, écoute, quoi? je fais une chronique biographie. Chronique biographie sur Charlotte Flair cette semaine. Oh. J'ai décidé de faire une biographie sur Charlotte Flair parce qu'elle est blessée présentement. On la voit un peu moins. Mais je trouve que c'est quand même une des lutteuses, une des meilleures lutteuses qu'il n'y a pas et sûrement qu'il n'y aura peut-être jamais dans le monde de la lutte parce qu'elle est complète. Elle est vraiment, vraiment bonne et j'avais l'impression que on connaît pas beaucoup son histoire. On sait que c'est la fille de Ric Flair, évidemment. On sait qu'elle a un frère qui est décédé quand elle a commencé à lutter. Tout ça, mais je voulais vraiment les creuser pour aller voir ce qu'il y a en dessous dans son histoire. Fait qu'elle s'appelle Ashley Elizabeth Fleer. En fait, ça s'appelle F-L-I-E-H-R. Ça, je savais pas. Que Flair, c'est pas... Ben, je savais pas. Je me doutais que c'était pas vraiment le vrai nom. Mais c'est un dérivé de Fleer, qui est F-L-I-E-H-R. Elle est née à Charlotte, d'où son nom de lutteuse, c'est super original. En Caroline du Nord, le 5 avril 86, son père, Ric Flair, et sa mère, Elizabeth Harrell, qui était l'épouse de Ric Flair dans le temps. Une des épouses. Ouais, une de ses nombreuses épouses à M. Flair. Elle a une demi-sœur aînée, Megan, un demi-frère aîné, David, et son plus jeune frère, Reed, qui est décédé le 29 mars 2013. C'est une lutteuse professionnelle signée à la WWE, pour ceux qui ne le savent pas, sous le nom de Charlotte Flair. Je pense que c'est juste Charlotte maintenant. Ils ont comme enlevé le Flair complètement. Hein. Si je Ouais, me- ben c'est encore là, C'est tu sais, encore- mais on met plus de l'avant Charlotte. Ouais. Excellent. Parce qu'à un moment donné, le WWE, récemment, ils ont enlevé tous les noms de famille aux lutteuses. Puis ça, je trouve ça tellement niaiseux parce que c'est comme vraiment...
Si Trish, c'est pas Trish Stratus, puis mettons Lita, c'est cool parce que genre c'est comme son personnage, mais tu sais, je trouve que le nom vient avec, que c'est poche que. Tu sais, mais même, ils ont même traduit des noms plus exotiques, quote unquote, en américain aussi. Ouais. Mais tu sais, C'est une je pense affaire que que ce bout-là est ils font souvent révolu. ça. Là, c'était vraiment du Vince McMahon qui essaie juste de micro-manage un peu tous les personnages. Puis depuis que Vince n'est plus là, puis c'est Triple H, c'est comme un Butch. Pete Dunne est revenu à Pete Dunne. Oui, Qualité, ça fonctionne, puis c'est beaucoup plus. C'est moins gimmicky, puis je trouve que ça fonctionne mieux pour le personnage. Charlotte Flair a fait sa première apparition dans le monde de la lutte professionnelle aux côtés de son père à la WCW en 1993. Fait qu'elle avait quelque chose comme 8 ans. À sa première apparition. Au secondaire, à l'école, elle a remporté 2 championnats NCHSAA, qui était en fait un championnat de volleyball pendant son séjour au Providence High School. Elle a été capitaine de l'équipe, joueuse de l'année en 2004 et en 2005. On s'entend, Charlotte est shapée comme une joueuse de volleyball. En même temps, elle est shapée pour faire pas mal n'importe quel sport. Elle a les attributs athlétiques quand même super élevés. Ouais, en plus, c'est grande en plus quand même. Très grande. À mesure combien t'as-tu ton. J'ai pas exactement comment Ok. elle mesure, mais elle doit être quelque chose comme 6 pieds, là, j'imagine. Parce qu'il est là. toujours comme une tête de honte, tout le monde, là, comme aussi. Ouais, là, c'est vraiment c'est comme- cool aussi. Comme... Elle doit être. Elle la cote n'importe quel lutteur, monsieur gars, côté. Elle la regarde pas de haut, là, ou de bas. Elle sait pas regarder de haut. Elle a tenu un baccalauréat en sciences des relations publiques. Je savais pas qu'elle avait un baccalauréat. Elle a été aux études. Fait qu'elle est, ça prouve qu'elle est intelligente, qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle a vu qu'il y a quand même quelque chose dans la vie. Elle a été chercher quand même un bac. Ça l'a jamais vraiment intéressé de lutter, d'être lutteuse. C'est tout le temps comme tenue à part de ça. J'ai l'impression que la vie un peu dépravée de son père, là, comme peut-être fait qu'elle s'intéressait moins à ce monde-là. Elle était au bord du ring, par exemple, pour l'épisode du Raw du 6 décembre 2004, dans sa ville natale de Charlotte, en Caroline du Nord, où Lita et Trish Stratus ont participé au main event du Raw de cet épisode de Raw-là, qui était le premier main event de femmes à 100%. Oui, on se souvient aussi du Suicide Dive de Non, on Lita va pas s'en qui souvenir. Ouais, qui Lita me. a Ça aussi, plié en deux quand dans on parlait le de. ball, là. Christy, là, mon Dieu. Ouh! On dirait comme prendre un bâtonnet de café puis le squeezer le plus possible avant qu'il éclate. C'est qu'il éclate, là. Aïe. Fait que oui, c'était exactement ce match-là. Puis presque 12 ans plus tard, le 3 octobre 2016, Flair fait elle-même le main event avec Sasha Banks dans un Raw. Donc, pour le championnat féminin de Raw. Elle a commencé à lutter en 2012. En fait, elle a commencé à s'entraîner pour la WWE en 2012. Puis après ça déboule super vite. Elle a fait ses débuts à NXT l'année suivante, en 2013. En 2014, elle est nommée recrue de l'année par le Pro Wrestling Illustrated. Elle a été draftée plus haut, donc à Raw, en 2015. En 2016, le PWI a élu Flair femme de l'année et meilleure lutteuse professionnelle après seulement 4 ans. 4 ans dans le business, puis elle a tout ça. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Flair est 14 fois. Natural. Ouais, c'est dans son sang, littéralement. Comme Ouais. elle l'a. C'est inné à 100%. Flair, qui est 14 fois championne du monde féminin. Elle a détenu une fois le Diva, le championship de la belt Diva, les papillons. C'était la dernière détentrice de ce titre-là. C'est elle qui l'a mis à la retraite. Et c'était la première Raw Women's Championship qu'elle a eu 6 fois. Et elle a détenu, oui, le Women's Championship de SmackDown 7 fois. Fait que, quand même beaucoup de titres à son actif pour pas une si longue carrière que ça quand même. Fait que, elle a été super prolifique dans ces temps-là. Elle a également eu le championnat NXT 2 fois et le championnat par équipe aussi une fois. Fait qu'elle est championne du Grand Chelem, la Madame Flair. Puis elle a remporté le Royal Rumble en 2020, juste avant que tout s'éteint. Son match avec Becky Lynch et Ronda Rousey à WrestleMania 35 en 2019 était la première fois qu'un match féminin était le main event du plus gros show de l'année de la WWE. Fait que, on voit vraiment que la WWE ont mis tout, ils ont confiance en elle. Ils sont au courant que ça va donner un bon match. Peu importe avec qui elle va lutter, ça va être bon, ça va être captivant. On sait que ça va être professionnel, ça va être le fun. C'est ça. Finalement, pour me rendre compte au bout de tout ça que la biographie de Charlotte est un peu
pas plate, mais elle est comme, il y a rien qui sort de l'ordinaire. Elle a eu une vie assez, elle avance tout le temps. Elle a fait son chemin. Elle a travaillé fort, oui, mais il n'y a rien. À part en 2008, où elle s'est fait arrêter après avoir agressé un policier. Après une bagarre avec son chum puis son père, elle a plaidé coupable. Elle a été accusée et condamnée à 45 jours de prison, mais finalement, sa peine a été réduite à une probation sous surveillance et une amende de 200$. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire de Charlotte Flair, plus que c'est sûrement une des meilleures lutteuses qui existe et qui va pas exister pour le reste du temps où la lutte va exister. Fait que c'est une bio que je pensais à être capable d'aller creuser quelque chose qu'on connaît pas de Madame Charlotte Flair, finalement. Elle est juste bonne. C'est tout. En fait, c'est comme dans le discours actuellement de l'industrie du divertissement, on a tous décidé d'envoyer notre haine vers les Nepo Baby, les enfants du népotisme. Puis il n'y a rien qui représente mieux le Nepo Baby que Charlotte Flair. Cependant, c'est pas le népotisme qui a donné le numéro 1 du PWI. Non, tu sais. du tout. Fait comme oui, ça donne un pied dans place, ça c'est 100% sûr, mais cette femme-là, elle a travaillé après. Puis contrairement à, mettons, on a vu d'autres. Le fils de Ted DiBiase, vous en souvenez-vous, tu sais. Puis ce genre d'affaires de même, fait comme, est juste bonne aussi. Oui, c'est sûr, ça l'a aidé dans début de carrière, c'est 100% sûr. T'sais, elle a commencé à NXT, elle n'a pas passé 10 ans dans ND à essayer d'avoir son bout, mais elle a travaillé vraiment fort, puis ça, c'est tout à son honneur de non seulement avoir été bonne, mais avoir été à ce point-là excellente. Puis intelligente de la façon qu'elle travaille, la façon qu'elle se présente. Puis oui, prendre la gimmick de son père, mais pas trop s'afficher non plus. Fait que tout ça fait que c'est ça. Elle est où elle est parce qu'elle mérite aussi. Oui, elle a eu des chances parce que son nom de famille, mais elle a aussi travaillé très fort. Fait que bravo Charlotte. Elle a commencé tard aussi, contrairement à d'autres enfants. C'est peut-être pas la carrière qu'elle souhaitait. Quand elle était adolescente, être lutteuse, vraiment pas, en fait. Fait que peut-être ça l'a aidé à accélérer le processus parce qu'elle s'est décidé que, ok, non, c'est bon, je vais assumer. J'assume, ouais, c'est ça, je l'assume, puis j'y vais, puis finalement, puis j'y vais. C'est fou d'ailleurs que. C'est fou d'ailleurs justement qu'elle traîne avec Ric Flair, son père, souvent, j'imagine qu'elle devait être backstage. Puis tu sais, mettons Bayley, CM Punk, récemment une autre lutteuse aussi qui a montré ça, des photos d'elle avec des lutteurs dans le temps, comme dans des meet and greet, tout ça. Puis elle en a pas vraiment parce que c'est comme, imagine-tu comme. Tu vas voir ton père à la job, puis ses collègues sont là, tu vas voir des photos avec tes collègues, tu travailles. Pour elle, c'est juste une autre journée au bureau, là, on s'en fout un peu. Là, c'est ton père, là. C'est Dusty Rhodes, il est là. T'as un gros monsieur avec des bobettes en poids, là. T'es comme, pourquoi j'irais prendre des photos avec lui? Ouais. Mais t'as raison, Maxime, ça souligne ça. Parce que tout le monde en a, sinon, des histoires de voir des lutteurs quand ils sont adolescents, là. Et puis, elle a fait également son collège en relations publiques. Fait que peut-être ça l'a aidé à être bonne au micro. Sûrement parce que gérer les entrevues par la suite parce qu'elle était quand même excellente pour bien représenter la WWE dans les différents événements. Fait que un peu un total package. Je sens que elle avait tout, mais maintenant elle a décidé que tous les morceaux de casse-tête elle les mettait ensemble pour devenir qui elle est aujourd'hui. Une excellente lutteuse. La préférée de plusieurs d'ailleurs. Ouais. Puis là aussi, sentimentalement, elle est encore avec Andrade, je pense. Je crois que oui. Fait que c'est quand même intéressant aussi d'avoir une relation avec. Là, le gars, il est plus à la AEW, mais quand il était dans deux, chacun de leur base, ça doit être tough sur une relation de comme. Tu sais, là, genre, j'ai vu que Bayley était allé voir Sasha Banks à la AEW, Madame Monet, puis Madame Mercedes Monet. Puis il y a une époque où est-ce qu'elle serait gravement punie pour avoir été ailleurs. Puis je sais pas comment est-ce que M. Lévesque va gérer ça. Là. Je pense qu'il sent contre Calice. J'espère. Parce que ça change absolument rien à la parce qu'il aimerait ça revoir aussi Sasha Banks éventuellement. C'est pas le temps de la faire chier tant que ça. No. Parfait, merci Pierre pour cette vidéo. On enchaîne avec ma chronique de cette semaine. Et ça va être genre une chronique top 5. C'est le top 5 de Max. Yes. Et cette semaine, vu que mon mot lexique c'était bury, enterré, ben, je vais vous donner mon top 5 de qui, selon moi, c'est mon opinion, est enterré présentement à la WWE ainsi qu'à la All Elite Wrestling. Top 5 de chaque côté. Fait que 10 lutteurs au total. Il pourrait en avoir, évidemment, plus que 5 parce que il n'y a pas des ceintures pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens maintenant qui acceptent de perdre. En même temps, les ceintures, il en manque pas, là. Il en manque pas, mais il y a quand même... je regardais les rosters, c'était près de 200 du côté de la All Elite et de la WWE.
Plus également, 200, un bon, tu comptes Ring of Honor là-dedans, là, c'est ça. Pas juste All Elite. Ben, je compte, oui, il y a un peu de Ring of Honor, mais je te dirais, si t'as apparu à un match de la All Elite Wrestling dans la dernière année, Ok. t'es comptabilisé dans un des shows. Mais non, c'était exclusivement Ring of Honor, t'es pas compté. Fait qu'il y a quand même bien du monde. Fait qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui a l'achat, mais pour moi, ben, être enterré, c'est qu'il y a une volonté du public à ce que tu sois poussé, que tu sois mise de l'avant, et on s'entête un peu à te donner un booking qui te met pas en valeur, malgré que le public continue de te supporter. On va quand même avec mes mentions honorables de chaque côté. Fait que d'abord du côté de la WWE, j'en ai une mention honorable, et ça va être Finn Balor, que je mets mention honorable parce que il est quand même des ceintures, il est quand même mis de l'avant, mais je trouve qu'avec Finn, si tu décidais que tu lui donnais une vraie chance légitime, je pense qu'il pourrait faire de très belles choses. Il pourrait être élevé beaucoup plus haut que où ce qui est présentement. Fait que je le mets en mention honorable. Mais moi, New Japan a fait ça avec Prince David, qui était son ancien Ben, personnage. NXT a fait ça avec Finn Balor, le poussé jusqu'à... Exactement. Fait que ça marchait. Mais ça, c'est Vince, c'est les décisions de Vince rendues là. Fait que... Donc, Ben, j'ai hâte moi, de voir le que- prochain chapitre après Judgment Ouais, c'est ça, Day. exactement. Moi, j'ai le feeling de voir comme. Quand ils ont donné, tu sais, il est pareil, le premier champion universel. Là. Genre, comme. Oui. C'est quand même un gros affaire. Puis l'affaire, c'est que c'est blessé. Ben, Seth l'a blessé, tu sais. Rollins l'a blessé. Fait que je me demande vraiment si eux sont comme. Ah, ils se blessent facilement encore. Puis si on peut-être ça en tête. Là. Ouais. Ouais. Mais il s'est jamais blessé quand même depuis. C'est pour ça que je suis Non. comme. Ça devrait pas être ça la raison vraiment. Mais bon, à voir. On lui a jamais redonné non plus sa gimmick qui était très over d'avoir du body painting. Fait que ça ici, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être c'est une décision de lui-même, je sais pas. Mais je trouvais que ça avait tout pour être écrit Superstars et Légendes. Tellement. Mais bon, on a Tu décidé le sors d'enlever 2 ça. fois par année quand ça vaut la peine. Puis c'est ce qu'il avait essayé de faire, puis c'est finalement ce qui a été un peu défait avec. C'est contre Edge qui a perdu, le Demon. Comme... T'sais, un match contre Bray dans le temps, là, contre le Fiend, contre comme s'arrêter une feud là. Oh mon dieu, les C'est écrit sur le mur en plus, c'est facile. Là. Genre, c'est Ben vraiment oui, c'est niaiseux. facile. En tout cas, on va voir. Ensuite, des mentions honorables du côté de la All Elite Wrestling, j'en ai deux. Et c'est deux qui sont comme, pas dans des positions différentes, mais un Pac qui vient de revenir de blessure. Donc, à voir. Je le mets mention honorable parce que je trouve qu'il n'a jamais été mis tant de l'avant que ça. Il y a eu un petit règne autour de la Trios Belt avec ses amis du Death Triangle, mais depuis, on le voit pas trop. Puis je pense qu'il pourrait avoir une belle run solo forte et légitime, même si c'est pas le plus grand. Il est quand même très athlétique. Et sinon, mon autre version, puis ça, c'est à cause qu'il vient d'avoir une défaite et que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pulled the trigger, on n'a pas tiré du gun du côté de Swerve Strickland. Swerve Strickland, qui peut-être c'est pas terminé. Je mets une mention honorable parce que c'est peut-être pas terminé toute cette histoire, mais je pense qu'il est très 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 populaire. Le public l'aime, puis malheureusement, on lui donne pas une ceinture, on ne le met pas de l'avant comme il se doit. Peut-être que ça arrivera plus tard, je l'espère, c'est pour ça qu'il est mention honorable. Ensuite, 5e position. Fait que 5e position de WWE. Est-ce que je fais toute WWE par toute AEW ou... Oui, je pense que ça serait plus. Ça me semble le plus facile à suivre. Je pense que oui. Parfait. Bon, parfait. On va y aller tout d'un coup. Fait que WWE. On va commencer 5e position. Moi, j'ai LA Knight. LA Knight, qui est pas mon préféré, je vais l'avouer, mais il est over. C'est objectivement, quand t'écoutes les gens qui l'aiment, ils disent yeah, puis depuis le début, ben, on se sert plus de sa popularité pour aider d'autres lutteurs que de l'aider lui-même. À voir si ça va changer, mais je pense que LA Knight, avec la réaction du public, se fait un petit peu enterrer présentement à travers d'autres rivalités. Mais, là, il part contre AJ Styles, mais bon, on va voir où ça s'en va. Il a comme compris que qu'est-ce que les gens aimaient faire dans l'attitude d'era, crier des catchphrases. Ouais. Les gens aiment ça dans le public, tu sais, comme on a passé tellement... Tu sais, Enzo et Cass, ils étaient si over, à cause de ça, on aime crier des shit. Tu sais, genre, à soir à Battle War, j'ai hâte de crier « Une shit! » Puis ces shit-là vont fall, tu sais. Genre, on aime ça, faire ça. Fait qu'il a comme fait, comment ça qu'il n'y a pas assez de catchphrases dans cette compagnie-là qui est buildée sur des catchphrases? C'est donc bien bizarre. Puis comme il a fait, ben... Tu sais, il y a eu yes, on va faire yeah. Puis c'est aussi niaiseux que ça. Puis c'est pas le meilleur lutteur sur la terre, puis rien de ça, mais on aime ça, créer des choses. Ouais, fait que LA Knight qui a malheureusement pas encore sa chance au sommet. Ensuite, en 4e position, j'ai Shinsuke Nakamura, qui est un peu rendu jobber de luxe, on va se le dire. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit saut, un petit tremplin vers le main event, on va y faire passer à travers la case Shinsuke Nakamura. Il a donné une petite rivalité de 1 mois et ensuite
Merci, bonsoir. Nakamura qui, malheureusement, surtout avec le personnage, qui est un peu repackagé, la nouvelle gimmick, un peu qui est comme méchant de jeu vidéo, là, que je dirais, là, un peu à la Rise of Ronin ou à la genre de jeu vidéo comme ça. Je trouve que ça fit vraiment bien, les sous-titres en dessous. C'est ce qu'on aurait dû faire avec Shinsuke dès le départ. Ah oui. Heureusement, c'est ce qui se fait présentement depuis l'ère Triple H. À voir ça s'en va où, mais je trouve qu'il mérite mieux. Il est encore over, il est encore capable d'avoir des César awesome dans ses matchs. Fait que mériterait d'avoir peut-être un petit push plus important que juste être une cause par laquelle les main eventers passent. Mm-hmm. C'est difficile parce que, tu sais, à la WWE, si tu as les grosses belts à un moment donné, puis après t'es peur, faut vraiment que tu travailles plus fort pour les revoir que des fois les gens qui sont plus émergents. Puis dans le cas de Shinsuke, dans le temps qu'il était champion, je pense, à SmackDown, je me trompe pas, c'était la gimmick de kicker le monde d'un gosse. Là. Ouais. Puis c'était pas tant le fun à regarder. C'était pas un bon règne règne non plus. Non. Là. C'était mal booké, c'était à travers plein de choses différentes. C'est ça. Il n'était pas mis Puis- de l'avant. Fait que non, c'était. Puis cette compagnie-là, ce qu'ils vont faire, c'est au lieu de regarder vers en dedans comme oh, comment on l'a mal fait, ils vont faire hey, c'est ta faute. Non, Fait exact. que- Ouais. Donc Nakamura, on va voir. En troisième position, j'ai Ricochet. Là, on tombe plus dans du gros low card, mais qui peut-être le restera toujours. Mais Ricochet, qui bump comme pas un, qui est capable de se donner un match contre tout le monde, il va rendre ça légitime, même si il va rendre les autres adversaires super puissants. On l'a vu dernièrement dans le Gauntlet match la semaine dernière, un super bon match pour ouvrir ce match-là. Mais bon, je sais pas qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que la WWE voit pas de lui. Peut-être un petit peu de charisme qui manquerait de son côté, mais il réussit quand même à sortir toujours son épingle du jeu. On a parlé Au la niveau semaine in-ring, passée, fait pas la que- semaine passée, mais on a parlé lundi passé, qui est dans le futur et dans le passé en même temps, Ouais. que Ricochet a fait une super belle promo avant le match. Ben oui, Puis ben comme- oui. c'est la première fois que je le voyais avec du charisme. Oui, vous m'avez écouté directement ce que je suis en train de dire là. Qui est, ou pas, là, tout dépendamment Ouais. comment on va enregistrer notre épisode demain. Anyway. Mais oui, il est capable de le faire. Il est capable de dire quelque chose qu'on y croit. C'est juste que c'est un petit pourcentage C'est de ça. moments qui réussit à être crédible. Pourquoi pas le mettre avec un Paul Heyman? Pourquoi pas le mettre avec quelqu'un comme ça? Peut-être pas Paul Heyman, Ouais. mais le mettre Peut-être pas, avec tu quelqu'un. sais, Un je LA pense Knight qu'il faut qui parle pour lui. Pourquoi pas? Ben oui, mais pour un Ricochet, assurément, tu sais, peut-être pas le mettre main event tout de suite, mais tu peux lui donner une ceinture mid-card ou une ceinture par équipe qui pourrait le légitimer un peu plus. Malheureusement, bon, c'est ça. C'est un peu un jobber de luxe encore parce que la WWE aime ça quand tu selles bien, mais aime ça te faire perdre quand tu selles bien. Parce qu'on a parlé Au lieu de de te Lucha faire gagner. Underground tantôt, puis dans Lucha Underground, son Ben oui, gimmick t'es de tellement Prince fort. Puma avec le masque, il y avait quelqu'un qui Ben parlait oui. pour lui. Ben oui. Il a été champion. Bon, Il était je très sais que ça bon. vaut, là, mais... Ah oui. Mais ça vaut rien, là, le championnat. Genre, Ouais, Pierre, c'est ça ça. vaut rien. C'est juste comme la fiction. Cependant, je suis d'accord avec toi que, comme tu sais, genre, il y a une preuve qui peut comme runner compagnie. Mais je pense que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que son personnage n'est pas défini encore. Ouais. On sait pas qu'est-ce que, tu sais, comme aussi de base, qu'est-ce que ce personnage-là, il veut. Tu sais, comme, c'est une affaire qui est vraiment niaiseuse, mais il faut que ton personnage, il veuille quelque chose dans la vie. Il veut la gloire, il veut prouver qu'il est plus fort, il veut que les gens l'aiment, il faut qu'il veuille quelque chose. Ce personnage-là est encore super générique. Fait que ça Très l'empêche de comme devenir. Ouais, ça l'empêche de devenir quelque chose de plus fort que ça. Puis tout ce qu'il faut, c'est un bon writer, que ça soit avec lui, puis comme. Bon, toi dans la vraie vie, là, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce qu'on peut coller comme désir? Que quand ça va parler, ça va devenir du cœur. Ça va devenir du cœur, puis après, ben, on va juste te pusher, puis. Ou, pas plus. Même s'il y a mouthpiece, il faut que le personnage veuille quelque chose. Oui, Tu sais, oui. Brock Lesnar, qui est une totale vidange, qui veut juste péter le monde, il est même dans la vraie vie, ce gars-là. Tu sais. The Rock, qui est comme super arrogant, tout ça, puis qui, genre, il est pas loin de ça non plus. Tu sais. Fait que, comme, c'est quoi l'affaire que ce gars-là il est dans la vraie vie, puis qu'on peut faire x1000 avec. Puis je trouve que pour lui-même, son propre bien, il l'a pas encore trouvé, ou l'a pas exploité encore. Mais comme on avait déjà dit aussi, peut-être c'est ce qu'il veut. Il veut pas monter plus que ça, parce que lui, il est bien dans cette Peut-être. case-là à faire 800 000 par année, puis être comme, ben, je vais bumper, je vais m'amuser un peu, puis ça va bien ma vie, puis moi, je suis à l'aise avec ça. Je n'ai pas la pression d'aller plus haut que ça non plus. Peut-être, on sait pas, on n'est pas dans ses pétalons. Peut-être. Ensuite, en deuxième position, j'ai une équipe féminine. Pour les deux séparés, mais également les deux en équipe. Chelsea Green et Piper Niven. Ah. Qui, pour deux raisons différentes, mais Chelsea Green, qui est très bonne au micro, très over, très drôle. Assurément, tu y mets un booking qui fait du sens ou tu la vends plus fort, elle serait capable de
de vendre une championne forte, là, assurément. En plus, dans une gimmick avec Piper Niven, ça pourrait être un classique genre je triche puis je gagne mes matchs, c'est comme ça que je retain. Et Piper Niven, qui a un look que pas grand monde ont à l'intérieur de la WWE, puis je trouve son in-ring quand même plus fort que, mettons, un Nia Jax, tout ça. 100%. Fait que, dans les deux cas, je trouve que c'est beaucoup de potentiel perdu à travers ces deux filles-là qu'on va voir une fois de temps en temps, 2 minutes backstage où vont venir Un être... comedy match, puis that's it, on passe à autre Exact. Fait que je suis comme... Donnez-leur une chance à ces deux-là, parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment plus en donner, puis que la foule aussi réagit beaucoup quand les deux sont sur le ring, malgré qu'il y a zéro histoire qui leur est favorable présentement, donc... C'est vraiment dommage comment est-ce que souvent la lutte, les dirigeants opposent comedy match puis comedy wrestlers à crédibilité. Ouais. Une fois plus, tu sais, comme Kurt Angle est un excellent exemple de comme un personnage loufoque, tata puis niaiseux, timing mais qui comique est super bon. mais Puis un lutteur hors pair, incroyable. là, un des meilleurs. Là. Puis non seulement ça, mais aussi ça lui permet justement d'avoir des rôles ingrats, puis d'être comme Stephanie qui l'utilise dans le temps quand il est avec Triple H, qui fait un petit peu croire qu'il chante avec lui, tu sais. Fait que comme... Puis souvent, ils sont opposés. T'es soit un Santino, ou soit t'es comme un genre de Batista, mais il n'y a pas entre les deux. Ouais. Puis je trouve que genre... Ces affaires-là pourraient arriver, là. Tu sais, comme vraiment entre les deux, là. Ouais. Et en première position, vous en doutez tous et toutes, mais j'ai Chad Gable, qui est l'ultime personne enterrée à la WWE. Ça doit faire 8 ans qu'il est là, fait 8 ans qu'il est enterré. Malgré un in-ring extraordinaire, malgré Shorty quand G. même un charisme, tu sais, qui réussit à faire Shorty quelque G. chose avec des... Tu sais, quand on parlait de comme situations un peu dégradantes ou tu sais, des histoires qui sont comment tu fais pour t'en sortir? Et lui, il réussit à s'en sortir malgré ça, mais on lui donne jamais un booking légitime alors qu'il est probablement dans le top 5 des meilleurs lutteurs in-ring de cette compagnie-là. Et qu'au micro, il se débrouille avec ce qu'on lui donne, puis qui est très team player avec tout le monde, mais malheureusement, encore une fois, c'était, c'est le fun parce que c'est Sami qui reçoit un peu le spot qui aurait pu être du côté de Chad Gable, mais encore une fois, Chad Gable qui passe deuxième, qui finit deuxième, puis qui se laisse sa chance à d'autres lutteurs. Fait que j'ai hâte qu'on décide de pull the trigger, puis qui sait, peut-être ça sera pas à la WWE, peut-être qu'un changement de compagnie lui serait bénéfique dans son cas. Absolument. Parce que il y a un style qui fitterait très bien, évidemment, à la Elite Wrestling. Il suffit juste que quelqu'un s'en rende compte. Fait que je suppose que vous êtes d'accord sur Chad Gable. Qu'est-ce qu'on allait se faire bury à la AEW à la place? Être dans les 1400 signés qui sont All Elite. Ouais, ben, Alors, l'élite, on dirait qu'ils sont pas buried, ils sont juste oubliés, les gens. ouais. C'est ça. Ben, on va le voir, Ah oui. parce C'est que vrai? dans mon top 5, dans l'Elite, Tintin, vous allez voir. Fait que là aussi, ben, je suis d'accord. On dirait que c'est un autre type d'enterrement, mais ça ressemble plus qu'on oublie que hey, c'est vrai, il y a cette personne-là, puis on pourrait peut-être l'utiliser mieux. Fait qu'en 5e position, pour l'instant, j'ai Daniel Garcia. Daniel Garcia qui a réussi à se mettre over au cours des dernières semaines. Je pense qu'on est peut-être dans l'entre-deux. C'est pour ça que je le mets 5e, parce que je pense que sa danse a peut-être donné un petit côté de rafraîchissement à son personnage qui a réussi à lui permettre d'avoir des réactions fortes du public. Mais on n'a pas encore pour le trigger pour vrai à Daniel Garcia. Il est quand même jeune, fait que c'est pour ça que je le mets loin. Il a quand même des très bonnes réactions, mais c'est correct s'il monte tranquillement les échelons à l'âge qu'il est. Fait que 5e position, Daniel Garcia. En 4e, lui, c'en est un que je suis comme... j'ai l'impression que c'est à cause de l'âge qu'on le met à cette position-là. All Elite, tu sais, quand c'est pas des superstars de très haut niveau puis qui sont un peu plus vieux, on va pas les pousser même si le talent est là. Et j'ai Jay Lethal qui... tabarouette, qui a tout fait dans sa carrière, puis qui est encore très bon, qui est encore très solide, mais qui est comme pris un peu dans un clan avec Jeff Jarrett où il ressort pas, puis qui peut pas mettre de l'avant tout ce qu'on a vu déjà à la TNA de lui, mais également à la Ring of Honor. Peut-être parce que lui, on se dit peut-être que son étoile a déjà été plus scintillante il y a quelques années, puis on veut laisser la chance à des plus jeunes, mais je pense que Jay Lethal mériterait une belle dernière run. Mais je pense qu'ils vont attendre qu'ils partent avant, genre, comme je pense qu'ils vont laisser un push, puis il va comme faire une histoire avec ça, ce que si je chez eux, parce que c'est sûr que ce gars-là, il y a de l'énergie dans le tank, là, puis il est vraiment, vraiment bon, mais comme peut-être en ce moment, il y a tellement de monde dans cette fédération-là que c'est comme lancer des idées puis c'est de trouver c'est quel que tu ramasses, là. Puis dans la Elite, il y a beaucoup d'histoires aussi, c'est des slow burns, mais des slow burns, là, c'est lent puis c'est long. J'ai l'impression que le personnage de Jay Lethal est en train de se définir présentement comme babyface au travers d'un stable un peu plus heel.
avec tout le partenariat avec Mark Briscoe présentement. Fait que je pense qu'on s'en va vers quelque chose, mais c'est tellement long qu'on finit par oublier l'histoire, on finit par oublier le personnage. Parce que c'est ça, justement, c'est une inondation de plein d'autres choses, puis d'autres histoires qu'on s'en calisse un peu moins, qu'on aime un peu plus suivre. Fait que, mais oui, je suis d'accord, Jay Lethal ça a été, il y a eu des compagnies sur ses épaules et ça a fonctionné. Fait que pourquoi il est là, tu sais. Exact. Ensuite, en troisième position, j'ai un plus jeune, mais qu'on n'a pas encore beaucoup donné sa chance, Ricky Starks. Alors, Elite Wrestling, Il est passé proche. C'est qu'il est passé proche. Il est souvent très passé. Il est passé proche souvent. La malchance a été souvent aussi de son côté parce que des fois, il s'en allait contre un match contre CM Punk et CM Punk décide qu'il décalisse la veille. Fait que tu sais, lui, il était un peu pris dans la malchance de la vie qui a fait que son booking ne l'amenait pas plus haut. Mais à chaque fois qu'on lui a donné la balle à ce gars-là, il l'a pris, il a couru, il était capable de se rendre loin avec. Il est bon au micro. Il y a un bon hit factor. Pas le meilleur dans le ring, mais capable de suivre aussi tout ce qui se fait. Il y a pas beaucoup de gens aussi dans son style, je dirais, là, plus charismatique à la All Elite. Donc, à voir s'il sera poussé. Peut-être qu'un moment donné, il va se tanner puis il va peut-être aller de l'autre côté. Il y a des amis de l'autre bord aussi. Je pense qu'il pourrait bien fitter de l'autre bord, moi, je pense. Il pourrait bien fitter, mais il est pas le plus gros, plus musclé. Alors que l'autre côté, non, mais on il aime ça. NXT, c'est serait bon à NXT, c'est ça. Champion incroyable, NXT. C'est ça que moi je verrais, là, mettons. Parce que c'est con, parce que le WWE, faut que tu aies l'air de ce que tu as de l'air pour être. Genre, ça, il faut une long storyline pour que tu gagnes, là. Mais genre, comme à NXT, ça serait vraiment bon. Puis c'est rendu aussi une époque où c'est plus dégradant d'être à NXT, là. Une époque où c'était comme. 100%. Donc, Ricky Stark qui mériterait un peu mieux. Ensuite, pour les deux premières, parce que j'ai deux madames. Évidemment, alors, Elite Wrestling a un peu de problème avec son booking de femmes. Et tout d'abord, en deuxième position, ça pourrait être mais tu sais, il est quand même poussé à la Ring of Honor comme vraiment intensément. Mais je comprends pas pourquoi on fait pas la même chose du côté de l'All Elite. Et c'est Athena. Athena qui est une méga star à Ring of Honor. Mais Ring of Honor, les gens comme toi, Pierre-Luc, qui écoutent pas tant ça, c'est sûr qu'on va pas suivre le produit de la Ring of Honor. Elle a des bons matchs. Là. Elle a des excellentes. Elle est rendue bonne au micro, elle est rendue solide, mais on l'a pas encore mis dans le vrai produit de la All Elite Wrestling. Fait que je comprends pas pourquoi on le fait pas, parce que d'après moi, ça vendrait beaucoup, Athena en haut. Comme promoteur, comme personne en charge de cette compagnie-là, que tu as aussi Ring of Honor, tu as besoin de bons talents aussi à ton produit Ring of Honor, qui est ton ça fait longtemps qu'elle est là. Un peu talent affecté. Je comprends qu'on la met en position là, c'est quelqu'un de talent sur qui on peut se fier. Mais oui, un moment donné, il va falloir qu'elle fasse la transition, puis qu'elle monte en haut, puis qu'elle soit capable d'aider à développer une division féminine qui n'existe pas finalement, autour de Mercedes Moné, autour de Britt Baker, autour de c'est inverse Julia Hart et Athena dans leur booking. Pour moi, ça fait plus de sens d'avoir une Athena à l'endroit où Julia Hart est, et Julia Hart à l'endroit où Athena est. 22 ans, Julia Hart, puis on la met dans des positions, une position comme il faut qu'elle ait un titre. Puis elle le fait bien, là. Elle le fait très bien. Elle se débrouille bien, mais elle n'a pas l'expérience qu'Athena a. Fait que, et l'autre, la première position, c'est Ruby Soho, que je comprends pas encore pourquoi on l'a amené, pour qu'on l'a signé, c'est pour il faire des storylines où elle est en couple, ou elle date. Comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est une lutteuse hyper efficace in-ring, puis vous manquez de bonnes filles in-ring, présentement dans l'Elite Wrestling. C'est quelqu'un qui pourrait permettre à tout le monde de se développer aussi, qui est un peu plus green. Fait que Ruby Soho, je la mettrais peut-être plus dans une position d'avoir une ceinture, de défendre cette ceinture-là. Puis je comprends pas pourquoi. Elle a comme passé proche, puis là, elle est partie vers du comédie. J'ai l'impression que Soho, on l'a pas mis avec des lutteuses. Comme met Soho contre une Athena. Athena est presque shoot dans ses matchs, là. Dans le sens où elle va cogner fort. Puis j'ai l'impression que Soho, elle a besoin de ça. Ça fait longtemps qu'elle a pas lutté. Tu sais, je la trouve un peu mollasse de temps en temps. Puis t'as comme pas. De pas aller à 100% dans un coup. J'ai déjà entendu dans la lutte, puis je l'avais déjà dit sur le podcast, si tu penses que ton coup de poing ne rentrera pas, donne-en un vrai, pour pas que ça ait l'air faux. Puis j'ai l'impression que Soho, elle se retient un peu. Mais là, contre une Martinez, Mercedes Martinez contre une Athena, j'ai l'impression qu'eux vont être capables de
vraiment l'apporter à un autre niveau. J'ai l'impression que même si on l'a mis dans certains matchs qui valaient la peine, en tout cas, elle n'a pas été capable de montrer vraiment le travail qu'elle a fait au Japon il y a une couple d'années. Elle était vraiment, vraiment bonne, juste avant qu'elle arrive à la WWE, où elle a été mise aussi là, dans une position plus de low mid-card, là, avec le stable, Ruby, toute cette gang-là. Fait que, non, mais je suis quand même d'accord que là, un gimmick de couple avec Angelo Parker, on s'en calisse, tu pas? Ben, c'est ça. Puis, Surtout que, genre, c'est niaiseux, mais elle a pas l'air de ça. Tu sais, t'as une fille super tatouée de la tête aux pieds, genre, met son look de punk, puis genre, fait là comme agir en punk, genre, comme c'est tellement bizarre de lui. Genre, c'est ça, comme, avez-vous 2 yeux, tabarnak, là, genre, comme, il en manque pas des filles que tu pourrais mettre dans ce genre de dynamique-là, puis c'est comme correct, là, genre, le gars aussi est en couple, là, genre, comme c'est des personnages, les personnages font des choses, mais, comme, elle a pas l'air de, comme, ça, puis genre, elle livre bien, là, mais, comme, elle a vraiment l'air d'une bad motherfucker, fait comme, donnez-y une gimmick de bad motherfucker, puis on va tout être content. Parce que aussi, comme, quand elle est arrivée, tout le monde capotait, là, genre, les elle a eu un beau petit push au début, que souvent, c'est ça ce qui arrive avec les gros noms qui signent côté féminin, c'est qu'on leur donne un petit team, la même avec Taya Valkyria, tu sais, ça... Boum, on commence autre, puis là, ensuite, on les drop, on les met dans des positions mid-card, low-card, mais Ruby, je comprends pas pourquoi... C'est vrai, Taya puis Johnny... Johnny Mundo, whatever, il y a tout le temps des Johnny TV, Johnny TV. il est signé à All Elite, on le voit pas, il est pas là, tabarnak. Non. Fait que, bref... C'est tout ça pour dire que c'est ça. C'est tout du monde qui sont over présentement, mais qu'on décide de mettre dans des rôles un peu plus petits. Fait que c'est mon édition, mars 2024. Je précise la date parce que, tu sais, en lutte, ça peut changer rapidement. Là. Absolument. Fait que, présentement, c'est ce qui se passe. Fait qu'on pourrait prendre dans 6 mois une autre photo et que ça serait vraiment différent. Tous ces gens-là vont être poussés, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est donc, on sait que Tony Khan écoute notre podcast, fait que peut-être que ça va aider. Exact. Ça va peut-être aider. Triple H aussi. Fait que c'est ça, c'est tout pour ma chronique. Top 5 de Max de cette semaine. Et on enchaîne avec la chronique de notre sommelier invité, Pierre-Luc. Tu nous parles de jeux vidéo. Fait que... Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai été rédacteur et animateur de balado pour RDS dans les jeux vidéo. D'ailleurs, si vous vous ennuyez, vous avez encore du temps pour écouter des podcasts après avoir écouté les sommeliers qui sortent tout le temps. Vous pouvez avoir mes archives, du pain des jeux, mais surtout des jeux. Et on a reçu vraiment des bons invités, mais aussi mon premier article sur le site, ça a été, j'en parlais de lutte, comment est-ce que les jeux vidéo sont importants pour les fans de lutte. Ça va vraiment ensemble, puis là c'est de moins en moins le cas, je trouve, de notre génération actuelle qu'avant, parce que là, à cette heure, ben, comme tu as des belts, comme tu avais des belts comme à 24/7, que tu vas sur YouTube puis sur Instagram, puis là, ils continuent à se battre avec ça, tout ça. Mais dans le temps, t'avais juste un show le lundi soir, puis entre le lundi, puis peut-être Heat ou Velocity ou je sais pas quelle cochonnerie, ou Thunder, ben t'avais juste comme rien. Fait que là, tu pouvais comme créer des personnages, tu pouvais les battre l'un contre les autres, tu pouvais faire plein d'affaires avec ça, puis ça pouvait expander le universe avant qu'on dise universe pour parler du lore de quelque chose. Fait que c'est vraiment, vraiment important pour moi, les jeux vidéo de lutte. C'est ça vraiment qui m'a ramené là-dedans, mais après, j'ai passé des heures à créer des personnages en No Mercy. J'ai passé des heures après à jouer, puis quand que... 2K m'a envoyé le code de l'avant-dernier. J'étais full content de voir « Hey, crème, enfin un bon jeu de lutte. » Ça m'a vraiment remis de bonne humeur, j'étais content. Puis comme même quand que Fight Forever a ses propres défauts, je suis comme « Ah, tu sais, il essaie quelque chose d'au moins de nouveau, même s'il y a des ratés à quelques endroits. » Je suis comme « Yes, tu sais. » Fait que je parlais sur du fait que comme c'est vraiment... Comme quand les jeux vidéo de lutte sont vraiment le fun, la lutte est plus le fun en suivre, on dirait. C'est quoi tes je sais pas, top 3 des meilleurs jeux de lutte que t'as joué, disons? On a Phil Byrne qui nous écoute à chaque semaine, qui nous a demandé cette question-là, éventuellement. Puis là, j'étais comme, moi, je joue pas assez de jeux vidéo, mais toi, ça serait quoi ton top 3 de jeux vidéo de lutte? Je trouve que l'avant-dernier 2K, particulièrement, était vraiment le fun. Tu sais, genre, c'était du plaisir. Y avait-tu le career mode là-dessus, sur celui-là? Oui, je me trompe pas, il y avait comme Nostalgic Mode aussi. Okay. C'était 2K23, ça, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est celui qui avait plein de bugs ou c'est l'autre avant, ça? C'est l'autre avant qui avait des bugs. Puis d'ailleurs, achetez pas ces jeux sur la Switch. Achetez pas de jeux gros sur la Switch. Mortal Kombat et les lettres aussi sur la Switch. C'est ça.
il y avait ça. Sinon, j'ai un Jump-Ray, là, je trouve que c'est comme rien fait aussi équivalent que WWF No Mercy 64. Genre, c'est wacky, c'est niaiseux, c'est le fun. Il y a plein de modes. Genre, tu peux être avec nous trois, on joue l'un contre l'autre, puis Max est guest referee. Puis là, genre, comme, c'est fun de jouer avec quelqu'un qui fait le guest referee, tu sais. Comme, fait que ce serait comme, genre, il y a un gros gap de 20 ans avec des jeux comme juste satisfaisants à ordinaire de lutte, parce que c'est comme, ils n'ont pas réussi à retrouver ça aussi, puis après, c'est du trouble, parce que là, il faut que on a commencé à scanner la face des lutteurs, puis après à les imiter, à vraiment les refaire. Fait que là, ça devient super cher comme à produire. Fait que là, il n'y avait peut-être pas le temps de développer autant qu'avant plein de modes différents. Mais comme dans le temps de WrestleMania 2000, mettons, au 64 aussi, puis t'avais comme 1 million de modes différents, puis comme tu avais des combats backstage, tu avais comme dans un restaurant, tu avais plein de places par rapport au restaurant, mais le parking lot, tu sais. Puis c'est comme cool, l'investisseur, genre c'est tellement comme immersif de ramener la lutte comme partout, puis faire ce que tu veux avec, tu sais, c'est comme avoir des figurines de quand t'es jeune, mais avec des jeux vidéo. Puis là, tu peux comme vraiment comme faire ton propre personnage ou prendre faire des dream match aussi, tu sais. Tu peux prendre Andrew the Giant puis mettre Ricochet contre lui, puis péter Ricochet parce qu'il sert à jobber. Mais genre toutes ces choses-là, ça peut se faire à travers un jeu vidéo. Puis des fois aussi, tu peux faire des affaires plus satisfaisantes à travers ton jeu que la WWE parce que eux, Vince décide le matin que cette affaire-là, ça n'existe plus. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Je trouve que ça permet vraiment les jeux vidéo de comme redécouvrir la lutte puis aussi d'en faire une autre facette carrément si tu veux. De ce que j'ai compris des jeux vidéo, c'était aussi une façon de connaître le nom des moves. C'est niaiseux, mais d'être capable de reconnaître quelque chose sans juste écouter le produit où tu vois les mêmes 8 moves tout le temps, d'aller explorer un peu qu'est-ce qui se fait, puis de se poser des questions, de faire comme pourquoi tel lutteur fait pas tel move, pourquoi tel move existe, pourquoi on le voit pas, puis de juste découvrir, de voir la lutte sous un autre angle que juste le produit qu'on voit à la télé. Là. Je trouve ça aussi... Est-ce que Pierre-Luc, t'as essayé les jeux de l'All Elite? J'ai essayé Fight Forever. Oui, c'est ça que tu disais. Oui, c'est ça. Le hit, Fight Forever, ma critique, là, malheureusement, RDS et Belle Maison ont décidé de shut down au complet la section du site. Fait que c'est le fun d'avoir 4 ans de trucs qui ont été effacés. Mais en gros, c'est vraiment comme un hommage à No Mercy. C'est un hommage à ce genre de jeu-là. Fait qu'il est pas comme super beau, il est pas super... pas tout liché comme les 2K des dernières années, mais... Non. Mais c'est quand même le sympathique puis le fun. Genre comme, c'est le meilleur jeu pour s'asseoir avec des amis qui n'ont pas tant joué, donner une manette puis on devient un tag team. Tu sais, mettons, moi j'avais créé un tag team de moi puis j'avais créé l'ours de IW dedans. Là. Puis nous on était comme, genre là, on s'appelait la vraie famille, c'est ça mon team de lutte. Là. Mais comme ça permet plus d'affaires la même plus rapidement. Tu sais, 2K, il est tellement réaliste là, que souvent un personnage dedans, ça va prendre comme 3 heures de créer ton propre personnage. C'est genre chaque arcade sourcilière, comme à quelle hauteur, quelle est, profondeur. Là. Tandis que genre l'autre est plus cartoony. Il est pas parfait parce que dans le sens que système de combat, par exemple, tu peux faire des matchs qui durent en bas d'1 minute, ce qui fait très l'inverse à AEW. Mais versus, mettons, 2K, c'est plus un jeu de combat plus proche d'un jeu de combat que l'AEW. Mais une combinaison que tu dois faire avec la manette pour être capable d'exécuter un move qui est un peu plus technique que juste c'est ça. Power bouton. Mais c'est des jeux d'arcade, tu sais, premièrement, c'est des jeux d'arcade. Si tu veux jouer à des jeux techniques, joue à Tekken puis Street Fighter, tu vas avoir ton fun. Fait que c'est vraiment comme moi, c'est des jeux qui me rappellent surtout d'être assis avec des amis qui mettent des mains. Puis c'est vraiment encore la meilleure façon de voir ce genre de jeu-là, je pense. Je pense pas qu'il y a tant de monde qui capote à jouer en ligne avec ça, peut-être. Mais ce qui est le fun, c'est vraiment de comme... on fait nous trois un stable puis on se passe la manette ou on fait des 2 contre 1 puis on met comme genre on donne comme on est Maven puis toi t'es genre je sais pas que TL Hopper puis genre Max il va prendre genre Sting puis comme ça n'a pas rapport mais on a du fun puis on essaie de le pogner à 2 puis on est comme on de power puis ça fait comme le puis tu sais, il y a encore des mécaniques qui ne vont pas de la merde, comme les jeux d'échelle, tout ça, c'est le temps compliqué. Mais tu sais, les raids de c'est compliqué aussi au niveau des contrôles. Mais tu peux aussi créer tes propres entrées, ça, c'est le fun à faire. Fait que c'est vraiment comme vraiment un terrain de jeu que après tu fais quoi avec. C'est comme autant un open world que les genres de GTA à certains égards, parce que tu as comme la liberté de faire plein d'affaires dedans. Puis tu peux créer ton propre ring, ton propre arène, tu peux créer tes propres affaires. Fait que c'est vraiment comme... Vraiment avoir des figurines, comme je disais, en version numérique. Puis c'est vraiment cool de jouer avec des amis, idéalement adultes. J'ai réessayé récemment WrestleQuest. Je sais pas si tu as joué, toi, Pierre-Luc. C'est pas le jeu ultra bug. Non, c'est un jeu genre de RPG, mais avec un background de lutte. C'est un peu compliqué, moi j'ai trouvé.
Parce qu'il y a comme trop de... Un peu comme tous les jeux RPG, là, genre genre, au lieu que ça soit genre un épée, c'est genre... j'ai comme un beau speedo, puis il me donne plus 5 en force, tout ça. Fait que j'ai trouvé que c'était une coche très complexe pour un jeu de lutte. Beaucoup de parlage, beaucoup d'histoires aussi, classique RPG. Mais c'était pas dégueu, puis... Si t'aimes vraiment le lore entourant la lutte, il y a beaucoup de ça. Fait que t'as des genres de statues de Macho Man que tu peux vénérer qui te donnent des pouvoirs, des affaires comme ça. Fait que c'est très niaiseux drôle, mais j'ai trouvé que ça aurait peut-être pu être raccourci un peu. Fait que le jeu est peut-être 40 heures. Je pense qu'on pourrait le faire en 15, ça serait plus efficace, mais on a Ouais, mais les RPG, c'est du blabla. Là. Exact. Fait que Mais ça, il y en avait sorti un autre aussi, dont le nom m'échappe. Là. Il y avait justement Adam Contoda dedans, là, puis genre... puis dedans, mettons, dans mode storyline, là, genre... comme Meltzer il est dedans, là, puis gars de Pro Wrestling T est dedans. Fire Pro Wrestling? C'est peut-être ça, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, ça faut Ouais. j'avouer, là, mais comme... Puis ça, c'est un petit mode genre qui ressemble aux vieux jeux plus WWF Raw, Royal Rumble, WrestleMania. Puis je me souviens de comme, hey, la fantaisie de voir comme Meltzer dans un jeu, là, c'est que ça adresse à une niche en tabarnak. C'est une niche en Méta. Christ, là. Wow. Puis genre, qui a envie de voir Meltzer dans la vie en général, là. Ouais. Puis moi, je vais toujours me souvenir, j'avais acheté à l'époque le jeu, je pense que j'avais acheté ou loué, en tout cas, peu importe, mais le jeu de la TNA, qui avait créé un personnage qui s'appelait Suicide, puis c'était le personnage du jeu vidéo, puis que là, pour la promotion de ce jeu-là, ils ont décidé que ça devenait un lutteur dans la vraie vie. Et là, il a gagné des ceintures pour vrai dans la vraie vie. Tout ça pour la promotion d'un jeu vidéo. Fait que j'ai trouvé quand même ça très... En tout cas... Je suis pas comme... Avant-gardiste, c'est pas le bon mot. Parce que je suis pas sûr que c'était la bonne idée à faire. Mais, j'ai dit, ok, tu vas loin pour pusher ton jeu vidéo au point de créer un personnage que tu fais. Puis c'était justement Christopher Daniels qui le jouait, ce personnage. Mais ça m'avait quand même fait rire. Mais le jeu, il était pas très bon. Fait que... Mais tu vois, comme, mettons, la WCW dans le temps avec le Kiss Monster aussi, tu sais, comme... Ouais. Kiss donne l'argent, tu vas avoir ton personnage. Puis dans Close, il y a un main event title match. T'es payé qu'un personnage pas bon dans un main event title match de pay-per-view. Mais, tu vois, pour donner un exemple de dynamique, le fun de ce genre de jeu-là, dans No Mercy, je crois, j'avais comme créé un stable qui s'appelait, genre, c'est très 98, mais genre, c'est comme des personnages éclectiques. Fait que très oddities, mais genre comme. Je l'avais appelé le Shocking Style, tu sais. Puis à un moment donné, je me réveille, puis mon frère avait écrit le Mass, les Mother Against Shocking Style. C'est juste genre des personnages comme aussi choqués, aussi étranges, mais comme qui voulaient être eux les plus étranges. Fait que c'est comme. Juste, c'est ça qui est le fun. Genre, c'est vraiment comme tu peux avoir du fun avec tes amis, puis nous créer nous-mêmes dans le jeu, puis faire des simulations pour savoir plein d'affaires. Là. Très cool. Génial. Dernière question avant de rapper ça. Pierre-Luc, ton jeu, pas de lutte, mais ton jeu vidéo of all time. Ton best of all time. Oh my god, tout quelqu'un confondu, j'ai envie de répondre Mass Effect 2. Mass Effect 2, c'est tellement fucking cool. Parce que Mass Effect, là, vous pouvez comme pogner Mass Effect Legendary, le package, tous les jeux sont ensemble, puis c'est très long, c'est à spécifier, mais c'est que chaque aventure que tu fais, chaque décision que tu fais a vraiment un impact dans le futur. Puis des fois, c'est des décisions de crève-cœur que tu dois décider des choses, puis des fois, il n'y a pas de bonne réponse, puis la guerre, ça soque. Fait que essayer Mass Effect Legendary, c'est vraiment intéressant, c'est plein de nouvelles espèces, c'est plein de sociétés différentes, c'est plein d'alliés aussi qui joignent à toi, c'est vraiment, vraiment le fun, c'est de l'action, c'est de l'histoire, c'est du drame, c'est plein d'affaires en même temps, c'est vraiment super bon, puis tout le temps rabais. Nice. Yeah. Merci. Pas trop déçu de Mass Effect 3, la fin de la suite de ça. Ou, C'est comme correct, on est genre, faut qu'il y ait une fin, là. Genre, c'est ça. Parfait. Ben merci Pierre-Luc pour ta chronique. Jeux vidéo. Merci. Vous, dans les commentaires, dites-nous c'est quoi votre jeu vidéo préféré qui a rapport à la lutte. Dites-nous là, on va peut-être les découvrir et les jouer dans les prochaines semaines. Sinon, attends, pour de vrai, j'avais joué vraiment comme en fait numéro 3 sur mobile avant qu'il devienne un pay to win. Genre, il avait mis WWE Immortal, je crois, parce que celui qui était comme un genre de puzzle. Ok, ouais. Tu fais comme level up dans ton lutteur, je jouais full toi à ta job quand j'avais une job. Puis, c'était vraiment le fun pour de vrai. Comme genre, chaque lutteur, tu peux upgrader, puis dans ton finisher, c'est genre mettre des. Fait comme mettre un jeu de puzzle lutte, c'était comme vraiment intéressant comment c'était fait. Ouais, genre de Candy Crush de lutte, ouais. Ouais, mais là, on a tout fucké, là, genre avec les genres de. Fallait t'attendre tant de temps, sinon faut que tu payes, puis là, genre, c'est vraiment plat. Ça, ouais, Mais il y avait un sweet spot à un moment donné. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est le problème de l'entièreté de l'industrie du jeu vidéo en ce moment, de faire ce genre de les microtransactions. game as a service, puis free shit. Ouais. Fait que, ouais, c'est plat. On peut être suivi par où et par qui, Pierre?
On va... Attends un peu, je vais me plugger Ouais. avant. Ben non, ben on va Parce te que j'ai des plugger. gens mon- qui aillent. Ben oui, Si plug t'es déjà toi. sur YouTube, t'avais déjà comme beaucoup d'abonnés, écris mon nom dans YouTube, Pierre-Luc Racine. Oui. J'ai une mettre 45 minutes de stand-up gratuitement, gang. Il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Fait que va voir ce show-là, puis commente, aide mon algorithme, s'il te plaît. C'est vraiment, je pense, un bon show, de fun à regarder. Amène ta famille, envoie tes amis. Même s'ils n'aiment pas la comédie, on va leur offrir pareil. T'as de la gratuité, puis tu crois que ça arrive. Et après ça, ou pendant que mon show joue, genre je vais accepter que de nos jours, le monde, il regarde plus rien sans leur téléphone des mains. Écris mon nom dans ton réseau social préféré. Que ce soit TikTok. Tu vois, en ce moment, viens voir les insultes sur mon dernier TikTok. Il est rendu à 40 000. Puis je me fais insulter que le Chris. Fait que viens voir mes insultes sur mon TikTok, là, Pierre-Luc. Ou sur Instagram, c'est plus gentil, Pierre-Luc. Et c'est ça mon nom partout. Très cool. Ben, merci beaucoup. Nous autres, on peut nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, celui que tu veux, sauf TikTok, parce qu'on est vieux. Voilà. Fait que sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, bien évidemment, tu peux commenter, tu peux partager. Si tu nous écoutes sur ton application de balado ou de podcast préféré, puis t'es comme, hey, moi j'aimerais ça leur poser une question, j'aimerais ça avoir une discussion avec eux autres, en espérant que tu parles pas comme ça, viens nous voir sur Facebook, sur Instagram, on va te répondre, on est là, on lit tout, on commente, on like, fait que merci beaucoup de nous suivre encore dans nos folies, merci Pierre-Luc d'avoir été là. Et d'avoir j'annonce chippé. à Pierre et Maxime qu'ils vont bientôt partir un groupe Facebook. Comme ça, on va avoir des discussions, il va y avoir des choses reliées au sujet, puis il va y avoir une communauté engagée qui va aider leur podcast à avoir encore plus d'auditeurs qui vont arriver dedans. C'est dans le fourneau, c'est en train de cuire tout ça, puis un moment donné, t'es comme, hey, mais oui, il y a un groupe Facebook, vous pourrez encore plus discuter avec nous autres. Yes. Parce Puis que c'est n'hésitez le pas à fun, nous. Circle, mais les Québécois vont être là. Mais hein, puis n'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce que. Répondre aux chroniques, tout ça. Nous dire vos matchs de cette semaine, hein, pour que le prochain épisode, qui va être le 25 mars, lundi prochain, épisode 33, ben, on puisse faire un retour sur vos matchs préférés qui ont lieu présentement pendant que vous nous écoutez. Sinon, ben, un gros merci de nous suivre, comme toujours. Ça nous touche beaucoup. Ça n'arrête pas de monter. On est rendu à des chiffres beaucoup trop gros. Fait que merci. C'est le fun. C'était Max Perriard ainsi que. Pierre Castonguay. Et. Pierre-Luc Racine. Les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde.